Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent. Je suis Delphine Pinon, je suis entrepreneur, investisseur en immobilier, money et life coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à révéler tout leur potentiel financier. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer les conversations les plus profondes et les plus authentiques à propos de l'argent, chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent, ce qui coince pour vous, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer, de vous limiter, et je vous partage les clés pour transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne et celle de milliers de personnes. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, des partages plus personnels, pour assister à des lives avec des invités, pour des revues de lecture et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Cette semaine, je reçois Jérémy Pajot, qui est investisseur en immobilier, conseiller en investissement financier et ancien analyste financier auprès de grandes fortunes au Luxembourg. Jérémy a commencé à investir en immobilier en 2012 avec seulement 3 000 € d'épargne et des taux d'emprunt qui à l'époque étaient de 4%. Il s'est rapidement spécialisé dans des opérations de division immobilière. Pour maximiser le rendement de ces opérations, la division immobilière, c'est le sujet sur lequel j'ai choisi de l'interroger. C'est selon lui le meilleur levier de rentabilité immobilière à l'heure actuelle, où il est de plus en plus difficile de trouver des rendements supérieurs à 10% en immobilier. La division immobilière consiste à acheter des grandes surfaces et à les diviser en plus petites surfaces à louer. Ce n'est pas l'investissement le plus commun parce qu'il est technique, il est complexe du fait des enjeux de réglementation, d'urbanisme et de technicité liés à la rénovation même. Je suis moi-même en train de me lancer dans un projet de division. Je m'étais même pas rendu compte de ça au moment où on a fait l'épisode. Donc, c'est un peu un plaisir égoïste que je me fais en recevant Jérémy. Ensemble, on a parlé de division immobilière, de liberté financière, de stratégie d'enrichissement, de diversification de ses actifs et même de macroéconomie. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Hello Jérémy! Salut! Bon, alors... Merci pour l'invitation. Merci à toi pour les coulisses. On vient de faire un faux départ. Donc, en fait, ça fait déjà 5 minutes qu'on se parle. Mais tout va bien. Comme ça rend le démarrage encore plus convivial. Comment ça va, Jérémy? Ça va très bien. Et toi? Bah, très bien. Écoute, je viens de te présenter en introduction. Donc, du coup, les auditeurs l'ont compris, on va faire un épisode sur l'investissement immobilier, sur un sujet que j'ai jamais vraiment abordé en détail. On va aborder un sujet qui est plus technique, plus complexe que d'habitude. Et pourtant, on va essayer de le rendre accessible parce que je pense que c'est aussi un de tes objectifs, hein, c'est de faire en sorte que les gens comprennent que c'est une stratégie qui est accessible. On va parler de division immobilière. Donc toi, t'as pas toujours fait de l'immobilier. Tu as commencé en banque. Tu as commencé en faisant dans la finance. Voilà, c'est Exactement. ça. Donc, je suis diplômé en finance, un master de finance à Paris, à la Sorbonne, et j'ai commencé au Luxembourg, donc dans des banques privées, Banque internationale à Luxembourg, et j'ai travaillé à la banque Edmond Rothschild. Donc, au départ, j'étais analyste financier, donc j'analysais des sociétés pour les valoriser, on va dire. Pour voir si leur prix de marché entre guillemets est cohérente, et également je conseillais les grandes fortunes. Voilà. Ensuite, comme j'ai beaucoup investi pendant mon salariat, surtout en division immobilière d'ailleurs, Ouais. je me suis rendu compte que j'ai remplacé mon salaire via mes loyers qui tombaient. Donc, j'avais plus trop de motivation à aller au travail, surtout avoir une sorte de routine en sachant que je gagne plus passivement. Je me suis dit, je vais faire autre chose. Donc, j'aurais pu rester à rien faire, mais voilà, j'ai monté mon cabinet de gestion de patrimoine. Donc, aujourd'hui, je conseille des petites fortunes, pas des petites fortunes, des gens normaux, on va dire même. Et puis, je fais de l'accompagnement immobilier. Je fais plein de choses. Là, je viens d'écrire un livre également. Donc, voilà, je fais d'autres activités totalement qui rassemblent un peu à la finance que ce que je faisais avant, mais je fais autre chose également. Comment ça a commencé tout ça? Parce que est-ce que quand tu as commencé, tu avais déjà dans le but d'enchaîner les projets et de t'acheter entre guillemets ta liberté financière, ou est-ce que c'est au fur et à mesure que ce projet-là s'est construit dans ta tête? En fait, moi, quand j'ai commencé, c'était en 2012.
Donc déjà, il y avait rien. Il y avait à l'époque, je pense sur YouTube, il y avait pratiquement personne. Parce qu'aujourd'hui, il y a Mmh. beaucoup d'influenceurs, on va dire, qui parlent d'immobilier. À l'époque, il y avait personne. Donc, je cherchais juste un moyen de me construire des revenus supplémentaires. Pas vraiment me dire, je vais quitter le salariat. Je me disais plutôt, voilà, je vais D'autant essayer. qu'à l'époque, les taux d'intérêt étaient plus élevés, donc c'était Exactement. Bah, j'empruntais plus difficile de à trouver des ren 4%. ouais, voilà. Ouais, donc autant te Exactement. dire, les rendements devaient Ouais. pas être foufou. Bah, en fait, les taux d'intérêt étaient élevés, mais le prix de l'immobilier était un peu moins élevé. Donc, au final, tu t'y retrouvais. De toute façon, c'est toujours un peu corrélé, hein. Quand les taux d'intérêt Mmh. sont assez élevés, les prix de l'immobilier sont un peu plus accessibles par Oui. rapport à ton salaire, on va dire. Donc, moi, je cherchais vraiment à chercher des rendements. Et au final, bah, comme je disais, au Luxembourg, déjà, quand je suis arrivé dans ce pays-là, c'était très, très cher. Plus cher qu'à Mmh. Paris, hein. C'est abusé dans ce pays. L'immobilier est très, très cher. C'est un peu comme à Genève, voilà. Donc, je me suis dit comment faire pour aller chercher des rendements. Pareil, moi, je suis de Paris, j'ai grandi à Paris, je regardais en Île-de-France. Je trouvais ça extrêmement cher déjà à l'époque pour trouver des rendements. Voilà, moi, je cherche vraiment du 10% au minimum. Donc, à Paris, c'était mort. Au Luxembourg, c'était mort. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais regarder un peu ce qui se fait autour dans les provinces, dans les grandes villes, on va dire, entre 50 et 100 000 habitants. Euh, j'ai testé la demande locative et puis je me suis rendu compte qu'il y avait souvent des immeubles très, 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 bah, on va dire, en mauvais état. Mmh. Et c'est là où j'ai commencé à avoir l'idée, comme c'était souvent soit des plateaux ou soit des murs que je pouvais casser, vraiment, je me suis dit, pourquoi je ferais pas plus d'appartements, peut-être plus petits. Et également, je sais qu'il y avait une étude qui avait été faite, c'était en 2014-2013, qui disait, c'était l'INSEE, que le nombre de ménages jusqu'à 2050 allait pratiquement doubler. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de divorces. Les jeunes Ouais. étudiants maintenant, quand ils quittent leurs parents, c'est pas pour se mettre en couple. C'est vraiment pour d'abord étudier. Qu'à l'époque, c'était vraiment quitter ses parents pour se mettre en couple. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Voilà, il y a beaucoup plus de personnes âgées aussi également, Ouais, c'est beaucoup plus de intéressant. Donc, en fait, divorces, il y a pas beaucoup plus le nombre la population croît de manière stable, mais par contre, le nombre de foyers, en de fait, et ménages, foyers exactement. la demande, en logement est en constante augmentation du fait des évolutions démographiques. OK, c'est intéressant. Exactement. Et surtout, les promoteurs immobiliers, quand ils construisent du neuf, surtout il y a 15-20 ans, ils faisaient souvent des 2 ou 3 chambres. Pourquoi? C'est plus rentable. Ça coûte moins cher à faire et ils vendent plus cher que des studios ou une chambre. Ce qui fait qu'en France, il y a une pénurie, même aujourd'hui, de petites surfaces. Surtout des une chambre. Des studios, il y en a de plus en plus, mais des une chambre, par exemple, il y en a pas énormément. OK, donc tu commences comme ça, tu fais un premier investissement. Tout de suite, tu as divisé? Ou Non, mon premier d'abord, tu as fait du investissement, classique? non, exactement. Mon premier investissement, c'était un immeuble de rapport. OK, Donc, et c'est lambda, déjà dans une ville divisé? étudiante. C'était déjà divisé, ouais. Ça, c'était mon OK. premier investissement, c'était en 2012. Voilà, c'était bon, il y avait un peu de rénovation, on va dire. C'était un immeuble étudiant, j'ai toujours d'ailleurs. Donc ça, c'était vraiment mon premier investissement. Mais ensuite, par la suite, quand tu commences à investir, bah, tu veux aller chercher encore plus de rendement, mais Mmh. surtout avec le même risque, parce que plus tu as un rendement élevé, plus ton risque, entre guillemets, normalement, il est élevé. Tu peux pas Tout à avoir fait. du 10-15% de rendement sans avoir un risque qui devient de plus en plus élevé. Et c'est Ouais, comme ça alors que je me suis dit, oui, oui, mais en même temps, tu vois, l'appréciation du risque, elle est toujours hyper subjective. C'est-à-dire que toi qui as investi une première fois en campagne, tu peux te dire que, enfin en campagne, en taille de ville intermédiaire, déjà pour toi, tu vois, considères ça comme moins risqué déjà que quelqu'un qui l'a jamais fait, qui habite en grande ville pour qui la grande ville, l'investissement en grande ville est une forme de saint graal. Et je pense aussi à moi, je fais de la LCD, moi je fais de la location courte durée. mmh, Je suis pas sûre que ce soit un facteur risque qui change. Pour moi, le risque, il est le même, seulement la gestion est plus chiante. Donc oui, tu non, vois, ça c'est sûr. c'est pas toujours le risque, la contrepartie, et le risque est aussi un facteur d'appréciation hyper subjectif. Exactement. Mais après, toi, tu es dans un autre secteur. Tu vois, la LCD, pour moi, moi, je suis en location, même si j'ai 1 ou 2 logements en Airbnb, 90% de mon patrimoine, il est en longue durée. Mais pour moi, Mmh. Airbnb et longue durée, c'est pas du tout le même secteur. C'est sûr qu'en Airbnb, tu vas demander plus de rendement parce que voilà,
as plus de travail, entre guillemets, bon, sauf si tu délègues, mais généralement, moi, vraiment, je compare par rapport au même business. Quand j'ai un rendement de 10 et derrière, j'ai un rendement de, je sais pas moi, 6, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai 6 et l'autre pourquoi j'ai 10. C'est lié à quoi? Tu vois? Parce qu'il y a rien sans rien. Et généralement, bon, souvent, et ça, je le vois beaucoup, d'ailleurs, je l'explique dans le livre, c'est que par exemple, sur Paris, tu vas louer un logement. Moi, j'ai un ami qui a un logement à Paris, il me disait, moi, j'ai 200, 250 emails. À chaque fois, je le mets en location. Mais dans ma tête, je lui dis, OK, c'est cool. Mais à part ton ego, ça sert à rien, en fait. Tu as besoin juste de 10 ou 15 demandes, pas plus. Tu vas pas louer, là, tu loues pas un immeuble de 5000 appartements. Non. Donc, voilà, il y a ça. Et donc, moi, je me suis dit, pourquoi aller dans une ville où il y a, je sais pas moi, 200 demandes pour un appartement? Pourquoi pas aller, par exemple, dans une ville où sur un appartement, j'ai 20, 25, 30 demandes? Ça me suffit largement, je loue qu'un appartement. Donc, c'est sûr, quand tu as un peu moins de demandes, normalement, le marché te donne un meilleur rendement. Il faut juste trouver ce couple qui soit Ouais, cohérent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, exactement. voilà. Alors, à quel moment tu te mets... C'est ton deuxième projet où tu te mets à diviser ou à quel moment tu commences à Mon diviser? deuxième projet à diviser, ouais. Entre-temps, j'ai fait un achat-revente de résidence principale parce que je sais que j'entends beaucoup sur Internet. Il faut pas acheter sa résidence principale. Faut d'abord investir dans du locatif. Bref, c'est un débat sans fin. Après, ça dépend des régions. Moi, en fait, au Luxembourg, je payais 1200 euros un studio, d'accord, à la frontière luxembourgeoise pour aller. Bon, il y avait des travaux, mais pour 80 000 euros, j'avais un T2, donc une chambre, d'accord. Donc, je me suis dit, c'est largement plus rentable pour moi. Allez, à l'espace d'un an et demi, 2 ans, j'aurais rentabilisé mon loyer du Luxembourg. Donc, je me suis dit, pour moi, c'est plus rentable d'investir dans une RP. Donc, j'ai fait un achat-revente sur 3 ans. Voilà, j'ai acheté un appartement. J'ai négocié un différé de prêt sur mon appartement pendant 2 ans. Comme ça, je paye que les intérêts. Je l'ai rénové. J'ai vécu dedans 3 ans. Et après, ça m'a permis de faire une plus-value à peu près de 50 000 euros. Et en même temps, j'ai pas payé de crédit pendant 2 ans. Donc, j'ai beaucoup épargné. Ce qui m'a permis Ouais. de dégager pas mal de cash. Et c'est à Alors ça, c'est partir de fou parce que... là. Hmm. Attends, je te coupe. Et quand nous, on a acheté notre RP, on s'est dit, mais attends, nous aussi, on avait un différé de travaux. On s'est dit, mais attends, on peut, du coup, commencer à payer notre prêt. Bon. Pendant 2 ans, on paye pas rien, je vous le dis, les Oui, il amis, y a on les paye, intérêts. pour ceux qui le savent, on paye des intérêts intercalaires. Mais Hmm. par exemple, nous, notre mensualité de prêt pour la maison, elle est à 950 euros et on payait 220 et quelques, pour vous donner une indication. On vient là de commencer à rembourser parce qu'on fait une nouvelle demande de financement bancaire, donc vous voulez être clean sur le fait qu'on ait commencé à rembourser nos premiers projets. Mais dans l'absolu, au début, on s'était dit, mais attends, si jamais on déménage avant les 2 ans, en fait, on n'aura pas payé le loyer, on refait le coup la prochaine fois, on rachète une maison, on redemande un différé de travaux, on rembourse pas nos mensualités pendant le différé de travaux. Et en fait, on s'est dit, globalement, tu pourrais faire ça toute ta vie et ne jamais vraiment payer de mensualité sur ta Exactement. résidence principale et donc En fait, garder ce capital pour autre chose, quoi. c'est ça. En fait, aujourd'hui, comme les taux d'intérêt sont inférieurs à l'inflation, après, on pourra en reparler après parce que les grandes fortunes utilisent beaucoup, beaucoup cette stratégie. Mais c'est que aujourd'hui, faire un achat-revente de RP, c'est très méconnu, du moins. Personne n'en parle, mais c'est quelque chose qui est très puissant parce que, bon, faut pas trop le faire chaque année parce que le fisc peut te rattraper, mais tu payes pas d'impôt sur la plus-value. Tu peux, si tu as de la rénov, et même sans rénov, aujourd'hui, il y a même des banques qui font des déférés de prêt sur 2 ans, 3 ans, ça dépend des banques. Ce qui, au final, comme tu dis, te permet de dégager de l'épargne, te permet d'avoir tes RP, entre guillemets, qui peut prendre de la valeur, et au final, revendre avec une plus-value, plus ne pas avoir payé de prêt. Donc, ça te fait une grosse, grosse, grosse rentrée d'argent assez facilement, quoi, je trouve. C'est pas qu'on n'en parle pas. Je suis d'accord avec toi, on n'en parle pas, mais pourquoi? Parce qu'en fait, la raison principale d'achat d'une ERP, on n'achète pas. La plupart des gens n'achètent pas une ERP dans une logique d'investissement. Je sais que moi, étant hyper sensible à la question, quand on a acheté notre ERP, on avait comme deuxième critère on voudrait faire une plus-value, on veut un truc bien placé, voilà. Mais le premier, c'était on veut un bien dans lequel on se sent bien, tu vois. Oui, bien sûr.
Donc, tu vois, il y a vraiment ce truc, les gens se projettent, famille, etc. On va faire grandir nos enfants. Je pense que quand tu arrives à une certaine taille de bien, quand tu as dépassé les 3-4 chambres, bah ça y est, t'as quasiment stabilisé en fait la taille de ta famille, on va dire, soit en termes de taille d'immobilier, soit en termes d'âge et quand t'as calé ta structure familiale Hmm. et que tu veux plus faire d'enfants, tu te dis, bah, bon, bah, c'est bon, quoi. Maintenant, j'ai ma maison, on a la bonne taille et sauf déménagement ou envie soudaine, globalement, on va y rester les 10 prochaines années. Et effectivement, bah, c'est pas ou peu compatible. Les gens aiment pas tant que ça déménager et faire leur Ça, je suis carton tous les d'accord 2 ans. avec toi sur du long terme, mais tu sais, tu as beaucoup de gens, des investisseurs. Moi, je sais, quand je commençais dans le salariat, j'avais pratiquement pas d'épargne. Et tu vois, je vois, par exemple, moi, je le vois, j'ai des locations, donc je loue des logements à des gens qui rentrent dans le marché du travail. Et bon, moi, je suis content, je leur loue mon logement, mais des fois, je me dis pourquoi ils louent en fait. Ils sont en CDI, ils ont une bonne situation, ils devraient tout simplement, voilà, essayer de se créer de l'épargne comme ça. Après, c'est sûr que sur le moyen long terme, faire de l'achat-revente de résidence principale, c'est pas ça qui, entre guillemets, c'est dangereux par rapport au fisc, parce qu'arrive un moment, ils vont dire, ok, mais là, vous faites plus de la spéculation sur votre résidence principale, donc des fois, c'est un peu compliqué. Mais C'est faire le une ou deux, timing, en fait. c'est le timing Il faut gérer le exactement. timing. Il faut gérer le Mm. timing. Et normalement, c'est à eux de prouver que tu le fais dans le but Exactement. de léser le fisc. Donc ça, c'est compliqué pour eux. Mais effectivement, si tu changes tous les 6 mois, même sur Voilà, il faut 5 ans faire de ta vie, attention. si tu changes tous Ouais, les 6 mois, ça exactement. va être compliqué. Le timing est un Mm. facteur hyper clé Mm. dans le fait Bah, de tu faire ça. vois, là, en parlant de division immobilière, comme ça, je rebondis sur la division immobilière. Moi, j'ai ma résidence principale aujourd'hui. Bon, moi, j'ai acheté une grosse résidence principale. J'avais une extension, donc c'était une maison, en fait, où j'ai créé 6 logements, d'accord? Donc, qui me paye mon crédit de ma résidence principale. Et là, je vais diviser. Donc là, ça fait depuis 2016 que j'habite ici. Je vais diviser l'autre partie de ma maison en 2 maisons et un appartement. D'accord? Et ben là, actuellement, je suis en train de voir avec un avocat fiscaliste, malgré que j'habite ici depuis 2016, pour leur prouver, pour essayer de voir si j'ai pas un risque, du fait que je vais revendre donc ma RP en plusieurs RP. Tu vois Mm. ce que je veux dire? Mm. Donc, le fisc accepte à partir du moment que tu vends ta division dans un délai cohérent. Généralement, c'est 1 an maximum. Voilà. Après, si je vends une partie et puis 2 ans après l'autre partie, c'est sûr que sur l'autre partie, je vais payer peut-être une plus-value. Mais ce que je veux dire, c'est même si les lois sont claires en disant on n'a pas d'impôt sur la plus-value sur la RP, c'est il faut quand même faire attention Ouais, parce que des fois il y a des subtilités. Le fisc peut dire que tu fais de la spéculation, que tu fasses finalement du je marchand de vois. biens caché. Donc il faut faire très très Mm. attention. Et en parlant d'achat-revente, donc là, tu fais une opération sur ta RP parce que Ouais, finalement, c'est l'occasion qui se présente. exactement. Euh, est-ce que tu as eu l'idée à un moment donné de le faire vraiment, tu vois, de te lancer dans... Le problème, c'est que tu deviens très vite marchand de biens une fois que tu le fais, mais est-ce que tu as eu envie de faire ça? Et du coup, j'anticipe un peu, mais est-ce que aujourd'hui, ou est-ce que tu as fait de la division immobilière dans le but de faire de l'achat-revente? Ou est-ce que tu t'en es tenu à du locatif justement parce que en fait, tu n'avais pas trop envie de te professionnaliser sur l'activité de marchand de biens? Bah en fait, moi j'ai toujours été quelqu'un qui cherche du rendement. Pourquoi? Parce que moi mon objectif c'est vraiment de créer des revenus passifs à 100%. Mmh. Et le problème du marchand de biens, c'est que, par exemple, j'ai fait une division en 2016, en 2019, ma dernière division, pardon. J'ai eu 16% de rendement. Donc, j'ai tout partagé sur les réseaux, mes extraits bancaires, bref, mon prix d'achat, tout. Et les gens, ils me disaient, oui, mais comment t'as fait pour avoir 16%? Bah, en fait, quand tu fais de la division, tu as un travail derrière. Ça veut dire, tu dois faire un permis de construire, tu dois prendre un architecte. Des fois, tu as des changements d'affectation. Tu dois des fois expliquer ton projet à la mairie. Donc, tu as un peu politique vite fait. Tu dois respecter le plan local d'urbanisme. Bref, tu as pas mal de choses à respecter, ce qui fait que derrière, ça doit te payer en rendement. D'accord? Et pour rebondir sur ta question, quand tu as 15 ou 16%, même, allez, je dirais 10% de rendement sur un projet, bah, tu l'as chaque année. Tu vois ce que je veux dire? Qu'un Mmh. marchand de biens, moi j'en connais pas mal, ça va dépendre des régions. En moyenne, ils ont des marges de 20-30%. Ça va dépendre Mmh. vraiment de la région, du projet, mais en moyenne, je parle. Ça veut dire que moi, quand j'ai un rendement de 15, allez, on va dire de 10, parce que 15, c'est vraiment,
c'est un de mes projets où voilà, j'ai eu beaucoup de chance vraiment de le trouver, mais on va dire 10 en moyenne sur des projets lambda. Bah, ça veut dire qu'entre chaque année, tu as 10%, donc tu as, on va dire, 50% de marge d'un marchand de biens. Mais sans chercher un bien, tu le cherches qu'une fois le bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, quand j'ai des rentas de 10-15%, ça me donne pas envie de faire du marchand de biens parce que je sais qu'en faisant du marchand de biens, je vais peut-être avoir du 20 que moi en marge sur du rendement, comme j'ai du 10-15%, bah, je l'ai pratiquement chaque année. Tu vois, c'est répété dans le temps Oui, en illimité. Je sais pas si mais tu un vois ce que je marchand veux de dire. biens, si, mais un marchand de biens, il fait au minimum un projet par an. Enfin, sauf pour les gros marchands de Oui, biens bien qui font sûr, des je suis opérations d'accord avec sur toi, 2, 3 mais ans, si tu veux. exactement. Mais quand il fait un Effectivement, et en projet par fait, an, c'est un travail chaque année. C'est ça que je vais ah t'expliquer. bah oui, oui, tout à Que, fait. Oui, oui. que quand tu as un rendement de entre 10 et 15%, bah, chaque année, bah, tu as ce rendement, entre guillemets, qui rentre sans vraiment retravailler une recherche, un travail Il y a d'autres de... avantages aux marchands de biens. Il y a le Mais fait que tu après, es voilà. quasiment jamais endetté, tu vois, parce qu'en fait, Oui, bien sûr. tu t'as pas ce problème de pouvoir continuer à le faire, si ce n'est qu'il faut quand même que tu fournisses tes fonds propres. Mm, mm. C'est pas un petit mais, mais, euh, mais effectivement, pour tous ceux que ça intéresse, d'ailleurs, j'avais fait un épisode là-dessus. Ouais, j'ai plus le numéro, mais avec Caroline Artaud, si vous avez envie, si vous vous intéressez aux stratégies d'achat-revente, c'est intéressant. En fait, le marchand de biens, juste pour rebondir sur ta question, pourquoi Ouais. aujourd'hui j'ai pas intérêt à en faire, c'est que par exemple, bah, tu parles de Caroline Artaud, bah, j'en connais d'autres comme ça. Lui, il est sur la Côte d'Azur, d'accord? Mm. Ça, c'est des marchés, on va dire, de plus-value. Pourquoi? Parce que le mètre Ouais, carré il est assez cher, etc. tout à fait. Après, tu as des marchés de rendement. C'est pas du tout la même chose. Par exemple, Tout faire à de fait. l'achat-revente dans ma région, par exemple dans la région là du Grand Est, on va dire, Mmh. c'est pas du tout la même chose. Déjà, les marges sont plus faibles parce que les prix de mètre carré sont plus faibles. Donc, entre guillemets, comme les prix au mètre carré sont plus faibles, tu fais moins de marge. Toi, tu la situes où, la limite? Bah moi, en fait, je regarde les rendements. Moi, je regarde les rendements du marché. Ça veut dire, par exemple, sur la Côte d'Azur, je connais très bien parce que mes parents habitent à Menton. Donc, j'ai regardé le marché de la Côte d'Azur, etc. Le problème là-bas, c'est qu'avoir des rendements au-delà de 9%, on va dire 8-9, c'est très, très difficile. Bah oui, Je te oui. parle en locatif, hein. Hors Ouais, tout à Airbnb, en fait. long terme. D'accord? Ouais, ouais. Donc là, tu es plus incité à faire de l'achat-revente. Pourquoi? Parce que, bah, comme les prix au mètre carré sont très, très chers, bah, généralement, tu as un peu plus de marge qu'un marché où les prix au mètre carré sont deux Ouais. fois moins chers. Tu comprends? Pour moi, il y a l'achat-revente, ça commence à partir de 3 500, 4 000 € du mètre carré, où tu commences à avoir Hmm, un peu de marge pour exactement. acheter, négocier un peu à la baisse l'achat, Hmm, pour hmm, hmm. faire ta réno correctement. Euh, Exactement. une réno qui se situerait, je sais pas, peut-être entre 500 et 1 000 € du mètre carré en fonction du niveau de gamme et des besoins en rénovation. Et Hmm, hmm. ensuite, d'aller quand même chercher une plus-value. Voilà, il faut une élasticité prix, et pour moi, c'est le minimum des marchés à 3 500, 4 000 € du mètre Exactement. carré. Donc voilà, moi je Ok. peux pas aujourd'hui aller dans l'achat-revente parce que je suis dans un marché de rendement. Donc Ouais, nous non plus. Nous voilà, non tu vois, plus. ça dépend vraiment des régions et Ouais. ça dépend des. C'est sûr que sur la Côte d'Azur ou sur Paris, mieux vaut faire de l'achat-revente que du marché de rendement entre guillemets. Voilà. Tu me disais en préparant, moi je pense que la division, c'est encore un des rares, ça devient une des seules rares façons d'aller chercher du rendement, comme tu dis, parce que ça devient de plus en plus dur sur d'autres stratégies plus classiques ou plus connues. C'est ça, parce qu'aujourd'hui l'immobilier a fortement augmenté. Donc là, je pense Mm. qu'on est même à un pic aujourd'hui en 2022. Donc, avoir du rendement, c'est dur, c'est très très difficile. Et la division, bah, ça te permet vraiment d'aller à l'encontre de ça. Comme tu crées des nouveaux lots, généralement, tu as beaucoup plus de rendement. Mais en contrepartie, tu as du travail. Donc, c'est comme on parlait du Airbnb, tu vois. C'est sûr que du Airbnb, ça demande un peu plus de travail. Ouais. Bah, la division immobilière, c'est pareil. T'as des règles à respecter. Moi, j'ai souvent eu des permis de construire à déposer. Donc ça, pareil, c'est du travail. Des fois, tu dois prendre un architecte. T'as le plan local d'urbanisme à respecter. Des fois, tu dois présenter ton projet à la mairie. D'ailleurs, je conseille souvent de le faire. Des fois, tu as des places de parking à créer par rapport à chaque nouveau logement que tu crées. Donc, le plan local d'urbanisme peut t'imposer une place de parking par logement nouveau. Bref, tu as énormément de problématiques.
Tu as les colonnes électriques avec Enedis, tu as tous les prestataires, que ça soit pour la fibre optique, pour les compteurs d'eau. Tu vois, c'est pas, en fait, c'est vraiment pas du tout un investissement comme tu achètes un immeuble de rapport, que tu rénoves juste, tu rafraîchis ou un appartement. Là, c'est vraiment que tu as des problématiques parfois. Voilà, ça m'est déjà arrivé, j'achète un immeuble, par exemple, le débit d'eau n'était pas suffisant pour mon projet, par exemple, tu vois. Ou après, tu as Enedis, c'est une grosse problématique parce que leurs délais, des fois, sont parfois très longs. La fibre aussi, des fois, tu peux tomber dans une ville où t'as pas, c'est pas Orange, mais un petit fournisseur local. Où là, pareil, ils ont des process totalement différents, avec des délais différents. Donc, tu vois, tu as tout cet écosystème de division qui rapporte pas mal, mais faut quand même avoir des connaissances nécessaires, je trouve, pour que ton projet se passe très très bien. Le principe, pour revenir à la base de la division immobilière, c'est que tu achètes en gros, comme on dit. Ouais, Donc, tu c'est achètes ça. des T'achètes en surfaces gros. qui sont grosses. En fait, plus tu achètes de surface, plus le mètre carré, moins le mètre carré est élevé que tu achètes. Exact. Donc, vous avez tous remarqué, alors ça, c'est universel. Et c'est sur les marchés de campagne, sur les marchés de grandes villes, plus ce que tu achètes est grand, moins le prix au mètre carré va être élevé. Et C'est donc, du ça. coup, le principe de la division, c'est, mettons, j'achète 200 mètres carrés, je l'achète à un prix qui de fait est plus bas, d'autant que en plus souvent il y a une dimension que tu n'achètes pas des trucs neufs, tu achètes des trucs un peu vieux, un peu vétustes, etc. Exactement, oui, Donc bien sûr. tu peux te permettre de les acheter à un prix cassé parce que il y a peu de gens qui se positionnent sur des grandes surfaces totalement à rénover. Encore une fois, parce que tu viens de le dire, il y a une telle complexité que c'est pas à la portée de tous les investisseurs. Par contre, la C'est même ça. surface déjà divisée, là, on a déjà plus d'investisseurs qui sont sur le coup. Mais quand c'est pas divisé, voilà. Et donc, tu achètes une grande surface et ensuite, tu vas la découper en, je sais pas, 10 fois 10 studios de 20 mètres carrés, par C'est exemple. ça. Alors, En fait, le nombre de lots, ça va vraiment dépendre souvent des places de parking. ouais. Sinon, moi, parfois, j'aurais pu en faire plus, mais j'étais limité aux places de parking. Parce que tu dois créer des places de parking dans la plupart des cas. Ça Ouais, dépend parce des que villes, hein, c'est vraiment. toi, tu fais de la location longue durée, donc tu n'as pas tellement le choix. Tu vois, moi, en Mm. location courte durée, euh, là, c'est technique, mais c'est important à comprendre. Toi, si tu fais de la location longue durée, chacun de tes locataires doit pouvoir souscrire un abonnement électricité, souscrire un abonnement eau, souscrire un abonnement internet. Donc, ça veut dire que ces logements doivent exister dans les bases de données de Enedis, de Suez, de Orange, etc. Exactement. Donc, il faut que tous ces logements soient créés. Moi, si je fais que de la location courte durée, c'est moi qui paye l'électricité pour tout ce monde-là. Donc, c'est pas important, mais si je veux revendre, c'est sûr que si je suis pas en conformité et que je veux revendre, je ne peux revendre qu'à des investisseurs qui veulent faire la même chose que moi. Exactement. Et en général, c'est aussi une grosse marge de négociation pour les gens qui voudront acheter. Donc, c'est mieux, toujours mieux de se mettre en conformité. Mais voilà, quand des Bah, fois, c'est la différence entre la division officielle et non officielle. Après, moi, ouais. je fais toujours de la division officielle. Quand je dis officielle, c'est comme tu l'as dit, avec des compteurs séparés, etc. Avec des géomètres qui viennent justement vraiment séparer les appartements. Pourquoi moi je le fais? Bon, comme tu l'as dit, c'est pour avoir vraiment l'indépendance de chaque locataire dans chaque logement, parce que je fais de la longue durée. Et de deux, c'est surtout pour la vente à la découpe. Parce que demain, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, sur un immeuble, ça m'est déjà arrivé de revendre 2, 3 logements, tu vois. Euh, Parce que quand tu as vraiment un compteur séparé, vraiment un logement, on va dire, unique et officiel, bah là, tu peux le vendre à la découpe totalement normalement, quoi. Ce qui fait que même le propriétaire, d'ailleurs, les appartements que j'ai vendus, je pense que les nouveaux propriétaires ne savent pas que c'est de la division. Aujourd'hui, je pense qu'ils pensent que c'est un logement créé normalement, voilà, par un promoteur. Pourquoi tu as revendu certains lots? Tu avais besoin de te désendetter pour aller sur d'autres Ouais, projets non, c'était parce que j'ai acheté une villa à Bali. Moi, je voulais me diversifier à l'étranger. Et Oh. j'ai acheté une villa à Bali parce que, voilà, par hasard, j'ai rencontré le constructeur qui habite pas loin de chez moi, le plus gros promoteur sur l'île à Bali, qui est venu à la maison, on a discuté, j'ai vu les C'est des rendements, je voulais Français. me diversifier. Oui, Tu c'est des peux donner Français, leur oui. nom?
C'est Magnitude Construction. Ouais, c'est ça, je les ai vus depuis longtemps, je rêve un jour de faire un projet avec eux. Bah, le problème Bah, d'investir à n'hésite l'étranger, pas. c'est que tu avais besoin de cash. Ouais. Tu l'as fait sans emprunt, en fait. Tu l'as payé en cash. Bah, en fait, alors pour investir à l'étranger, tu as 2 choix. Soit à Bali, tu es en cash obligatoirement parce que les taux d'intérêt sont très élevés là-bas. Si tu veux emprunter, tu vas emprunter à 8, 9, 10%. Donc c'est compliqué et surtout, généralement, les étrangers, c'est très très difficile d'avoir un prêt. Mais sinon, tu peux te faire financer de France. Donc soit tu te fais nantir une assurance vie. Ouais. Je sais pas moi, tu as une assurance vie avec 100 000, tu la nantis par la banque et elle va te prêter 70 à 80%. Alors, explique ce que c'est que le nantissement, parce que je pense que tout le monde n'est pas familier Alors avec. le nantissement, en fait, c'est la banque, c'est comme une hypothèque sur un bien immobilier. La banque, elle va hypothéquer un bien immobilier, donc ça veut dire en cas de non-paiement, bah, le bien Elle se immobilier sert. appartient à la banque, elle se sert, voilà, peut le revendre et récupérer l'argent. Elle peut faire la même chose sur des produits financiers. Par exemple, sur une assurance vie, imaginons, tu as, je sais pas moi, 100 000 euros placés sur un fonds euro pas trop risqué ou même en action, sur ce que tu veux. Mhm. La banque, elle va hypothéquer, mais on dit nantir parce que c'est un produit financier, c'est juste le mot qui change. Elle va nantir l'assurance vie et en cas de non-paiement, elle pourra revendre tes titres et récupérer sa mise. Ce qui fait Donc, qu'on est d'accord que ces titres-là sont bloqués. C'est-à-dire que tu peux pas utiliser cet exactement, argent pendant toute la durée exactement. du nantissement. Donc, c'est. Oui, mais c'est pour exactement. Mais ça, c'est une erreur que font beaucoup d'investisseurs. Aujourd'hui, je le vois très 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 souvent. C'est que par exemple, tu veux investir à Bali ou ailleurs, n'importe où dans le monde, ou même en Europe, tu as 200 000 euros en cash. Il y en a beaucoup, même 99% des particuliers, qui vont prendre ces 200 000, qui vont les mettre, je sais pas moi, à Bali par exemple. Au lieu de ouvrir une assurance vie, à un taux, je sais pas moi, capital garanti, tu vas peut-être gagner 1,5, et encore là actuellement, tu peux peut-être aller gratter des 2%, d'accord? Donc tu gagnes des intérêts et Mhm. ensuite te faire financer à 1,20, 1,30, tu vois, directement à Bali. Et par exemple, moi, ma stratégie, ce que j'ai fait, c'est que j'avais de l'assurance vie avec des titres, on va dire des SCPI qui me rapportent 4-5%, d'accord? Et en même temps, bah, mon argent, il travaille 2 fois. Il travaille sur mon assurance vie, plus à Bali. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et t'as emprunté Parce que... à Bali ou t'as emprunté en Non, non, moi, j'ai France? emprunté en France, en France. Voilà, ok. Et ce que je Donc veux en dire, fait, c'est que au lieu d'immobiliser, ce que tu es en train de dire, c'est au lieu d'immobiliser les 200 000 euros en achetant ton immobilier directement directement, cash, voilà. grosso modo, tu vas immobiliser 100 000 via le nantissement et le reste, tu l'empruntes et il te reste 100 000 que tu peux faire, avec lequel tu peux faire ce que tu veux. C'est ça que tu. Bon, en fait, ce que je veux dire, c'est que, imaginons, tu as 200 000 en cash, mieux vaut le mettre en assurance vie et emprunter 170 000 euros à 1,5 en France pour investir à l'étranger. Pourquoi? Parce Hmm. que tu vas gagner des intérêts sur l'assurance vie. Tu peux même avoir Ouais. une assurance vie qui te rapporte 3-4. Et en même temps, cet argent-là va te rapporter de l'argent à Bali. Donc, avec la même somme, tu auras double revenu. Tu auras Hmm. tes revenus d'intérêt et tes revenus à Bali. Et aujourd'hui, je vois beaucoup trop d'investisseurs. Bon, là, je coupe un peu sur la division immobilière, on sort du sujet, mais je vois trop d'investisseurs. Si j'ai un conseil à donner, et quand je serai à la Rothschild, ça, c'est vraiment un truc qu'aucune grande force, personne faisait cette erreur-là. C'est que même si tu as le cash pour investir à l'étranger, mieux vaut que tu le laisses sur un produit nantissable qui te rapporte 3, 4, voire 5. Ça va dépendre du risque que tu prends et lever cet argent-là grâce au nantissement à 1,5, par exemple, actuellement en France, pour investir à l'étranger, au lieu de directement Hmm. mettre l'argent à l'étranger. Je sais pas si j'ai été clair. Bah, moi j'ai compris. Donc comme on est tous les deux, on va considérer que c'est Voilà. entendu. Ok, du coup, effectivement, pour moi, la principale barrière, donc on a compris, donc l'intérêt de la division immobilière, euh, on rentre Donc, clairement dans un niveau de complexité. On n'est plus dans le petit, enfin, tu vois, on n'est plus dans, on rentre dans un niveau de complexité, pardon, qui n'est pas abordable par tout le monde. Et c'est d'autant plus important, et j'imagine que tu vas pas me contredire, de se former. pour la division immobilière, ah oui, là, c'est vraiment important de se former, ouais. Pourquoi? Parce que, bah, comme tu l'as dit, il y a énormément de complexité. Et d'ailleurs, j'ai déjà rencontré des investisseurs qui ont divisé des logements sans respecter le PLU, sans prévenir la mairie, sans faire les démarches nécessaires. Et aujourd'hui, bah, il suffit que la mairie s'en rende compte et ils doivent remettre en état. Donc, le risque, en fait, de ne pas respecter
le plan local d'urbanisme et toutes les règles associées à ta division, c'est que la mairie t'emmène en justice et que tu dois remettre en état. Parce que moi, j'ai déjà rencontré un investisseur qui avait divisé un logement pour le louer en longue durée, et ses voisins se sont plaints parce que Hmm. en fait, il y avait plus de place. En fait, les gens se garaient dans la rue, mais ils avaient un problème de stationnement. Donc les Ouais. voisins se sont dit, mais attendez, nous on n'a plus de place parce que monsieur fait sa division. Et ils sont allés voir la mairie pour leur expliquer, et la mairie n'était pas au courant de la division. Et la mairie, qu'est-ce qu'elle Ouais. a fait? Elle attendait, mais attendez, ils n'ont pas respecté le plan local d'urbanisme. Et derrière, ils ont porté, voilà, c'est C'est toujours justice les et tout ce qui voisins de toute s'ensuit. façon. Globalement, le C'est risque ça. vient du Ah oui, voisinage parce que il y exactement. a personne des services de l'urbanisme qui vient frapper à la porte et qui dit bonjour, nous aimerions vérifier la conformité de votre chantier. En Non, non, vrai, ça ça, c'est exactement. ils ont la possibilité de le faire quand ils octroient des permis, etc. Mais en fait, ils le font pas. C'est un voisin qui est gêné par le bruit, c'est un voisin qui est gêné par une nuisance, c'est un voisin qui vous a dans le pif, c'est un voisin qui est hyper procédurier, je sais pas. Exactement, c'est ça. Et on sait jamais. Et en fait, effectivement, ouais. Ou à la revente. Parfois, il y en a qui se font griller à la revente, qui pensent que ils n'ont pas aucune connaissance sur la division immobilière. Ils pensent revendre leur logement à la découpe. Ça arrive, hein. Des fois, j'ai déjà vu des articles sur Internet. Et derrière, le notaire leur dit, mais attendez, votre logement, en fait, c'est qu'un seul logement, monsieur. Il y Hmm. a soit vous le remettez en état, ou soit vous le revendez à un investisseur qui est prêt à garder le business que vous avez, comme tu disais juste auparavant. Ouais, je sais que nous, on a été mis en garde à ce sujet-là. Il y a un truc qui est simplement assez basique, mais entre ce que l'agent immobilier vous dit quand vous achetez quelque chose, parce que l'agent immobilier n'est pas forcément au courant, même des fois le vendeur n'est pas forcément au courant. Nous, on a appris pas mal de choses à chaque fois en appelant l'urbanisme. On est toujours bien reçu par les services d'urbanisme. On Hmm. donne les adresses, ils nous donnent les informations qu'ils ont. Et du coup, ça peut des fois être intéressant parce que ça peut être des leviers. Alors, soit ça vous apporte une information et vous vous dites non, c'est mort, je n'y vais pas. Soit ça peut vous apporter des informations qui peuvent être des leviers de négociation aussi intéressants. Je vous informe, cher Hmm. propriétaire, que contrairement à ce que vous m'avez dit, c'est pas tout à fait exact Hmm. au niveau de l'urbanisme, etc., etc. Ok. Euh, je reviens quand même à est-ce que toi, est-ce que tu accompagnes des gens? Est-ce que tu formes des gens sur ces sujets-là? Et est-ce que tu penses qu'on peut démarrer par ça? Alors, j'ai envie de dire oui, on peut toujours démarrer par ça si on est formé, mais c'est sûr que ça va rebuter plus d'une personne parce que c'est quand même des projets un peu plus complexes. Oui, je forme des personnes. Donc j'ai un programme sur la division immobilière. J'en accompagne également. Après, est-ce que commencer par ça, ça va dépendre de... Parce qu'en fait, il faut savoir que surtout en ce moment en 2022, même si je vois souvent le contraire sur Internet, mais dans la réalité sur le terrain, plus tu as de travaux, entre guillemets, même de division immobilière, etc., plus la banque va demander un peu plus d'apport. Donc ça, faut pas se cacher aujourd'hui. Si tu fais un projet où, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé, j'ai plus de travaux que du prix J'allais te du bien, poser la par question. exemple, Ouais. bah, la banque, en contrepartie, parce qu'il faut jamais oublier qu'une banque hypothèque un bien à l'instant T, quand elle te prête Mm. l'argent, et à l'instant T, ton bien vaut peut-être 2 fois moins que quand tu auras fini les travaux. Donc, Bah, il vaut ce pour que tu l'achètes, limiter peu ou prou, hors travaux. exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que la banque a toujours ce risque travaux Ouais. derrière à prendre en compte. Donc souvent, elle demande un tout petit peu plus d'apport. Après, moi, j'accompagne des investisseurs sur la division. Elle demande pas fois 3, fois 4 d'apport. Souvent, bon après là, en 2022, là, le marché commence les banques commencent à demander un peu plus d'apport, mais on va dire sur un projet à 300 000, les banques, bah là, on a eu un projet à 300 000, la banque a demandé 15 000 euros d'apport. Sachant que sur un projet lambda à 300 000, avec un appartement vraiment sans trop de rénov, les banques peuvent parfois, ça va dépendre de ton profil, bref, etc. Les banques en moyenne peuvent demander les frais de notaire, voilà. Donc là, ils ont demandé un tout petit peu plus. Après, ça va vraiment dépendre également, comme tu l'as dit, et je te l'ai dit juste avant, du montant, si ça dépasse le prix de ton bien. Et là, ça peut monter à 50 000, un peu plus d'apport. Je suis en train de faire financer un bien là, on l'achète 170 net vendeur. Mhm.
Mmh. grosso modo, tu rajoutes 20 000 de frais d'agent et de notaire. Et on demande une enveloppe travaux de 150. Donc, tu vois, le ratio, tu as 170 le prix du bien, Mmh. 150 le prix des travaux. Et, euh, et nous, on est parti sur 40 000 euros d'apport sur une globalité d'un projet à 340. Et la première banque qu'on a vue, hyper sérieuse, hyper crédible, nous a dit... et en fait, on dit les banques, mais en fait, c'est pas les banques le problème, c'est les organismes de cautionnement. Les gens, Oui, bien les gens sûr. qui font le cautionnement Mmh. sur les prêts derrière. Et en fait, c'est eux qui ont des conditions drastiques et en fait, c'est eux qui font la loi globalement sur ce genre de choses. Et moi, je pensais que 170, 150, on était en dessous. Elle me dit non, non, c'est quasiment équivalent comme montant. Donc, elle nous dit, et on lui a dit, on fait, mais comment font les gens qui achètent des choses en ruine, où le montant des travaux, il est bien supérieur au montant du bâti, etc. Elle me dit, bah, dans ces cas-là, on demande les plans d'architecte, qui va être le maître d'œuvre, des 2D, des simulations 3D, des avant-après, des avis de valeur après travaux, des estimations locatives. Elle me dit, on se barde de tous les côtés pour l'organisme de cautionnement. Et on est parti, nous, globalement, on est parti dans cette voie pour fournir, pour montrer patte blanche, quoi. Donc, Exactement. Alors, juste pour info, les organismes de caution, donc pour la division immobilière, bon, même si j'en parle dans mon programme, il faut les plans. Donc moi, j'utilise Cozy Casa. C'est un truc sur Internet très très facile pour faire tes plans. Même un débutant pourrait le faire assez rapidement. Souvent, moi, ce que je fais, je demande des attestations d'agence immobilière. Donc, ça veut dire, j'en demande souvent 2 indépendantes en disant combien je pourrais louer mes appartements finis. Les organes de caution également aiment bien ça. Pourquoi? Pour voilà, calculer le rendement global du projet. Donc même si tu en as besoin également pour la banque. Donc ça, c'est très important à demander. Pareil, le dossier bancaire, c'est sûr qu'il doit être parfait. Tu peux pas y aller les mains dans les poches. Il faut vraiment un truc très structuré en expliquant ton projet de A à Z. Moi, je vais jusqu'à mettre voilà la croissance démographique. En fait, c'est un business, tu vois, quand tu fais des projets avec énormément de travaux. Donc, faut être professionnel jusqu'au bout. Et plus tu auras de documents à donner à la banque, donc à l'organisme de caution, plus tu auras de chances que ton dossier passe. Mais vraiment, les organismes de caution aujourd'hui demandent le maximum d'informations, mais surtout de l'information claire, professionnelle. Et c'est pour ça que moi, parfois, et ça m'arrive souvent, j'ai des projets, des fois, j'ai pas besoin d'architecte. Parce qu'en France, je crois que c'est 150 mètres carrés minimum. Tu es obligé de le je crois faire que signer il me par un semblait que c'était architecte. 200, mais Ou ouais. 170 peut-être. Ça a Ouais, changé, mais mais il y bon, a un c'est truc, dans... quelque chose que... Ouais. Voilà. Et moi, j'ai déjà eu des petits projets un peu moins. Mais j'ai quand même pris un architecte. Ça me coûtait 3-4 C'est 000 notre euros. cas, ouais. Et je me suis dit, voilà, je préfère investir 3-4 000 euros et que mon projet passe. Parce que quand il y a un architecte, ça fait vraiment une grosse différence vis-à-vis déjà de l'urbanisme, de la mairie, vis-à-vis de la banque et vis-à-vis des sociétés de cautionnement. Donc tout ça, faut le prendre en compte et c'est très important d'être professionnel sur tous les domaines de ton projet. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est notre premier immeuble, il était déjà divisé. Et celui qu'on achète là, qu'on va diviser en 4 logements, il l'est pas. Ah bah tu Et fais de la tout de division suite, aussi. bah ouais, en fait, tu sais, en fait, c'est marrant, on était en train de parler, je me suis dit, mais moi, je suis en train de faire un projet de division immobilière, en fait. Et du coup, ouais, et en fait, on s'est tout de suite rendu compte que c'était nouveau. En plus, il y a une difficulté, je trouve, c'est que euh, diviser, nous, on crée 3 studios et un T2. Dans un ensemble immobilier où il y avait une maison et un commerce, globalement. Hmm, Et en fait, c'est pas évident d'aménager un espace studio hmm. parce que en fonction d'où sont les ouvertures, etc., bah, c'est pas évident de bien organiser pour effectivement toutes les arrivées d'eau soient au même endroit avec les apparts voisins, etc. Donc il y a des enjeux techniques sur la Ouais, bien division. sûr. Et du coup, je me suis dit, attends, donc là, on a trouvé quelqu'un pour moins que ça. Bon, on est dans le nord aussi, dans notre région, mais pour à peu près 1500 euros, on a trouvé quelqu'un qui va nous faire les plans de division. 2D et 3D, effectivement, pour pouvoir montrer à la banque. Et honnêtement, je pense que c'est de l'argent bien investi, ce qu'on n'avait pas du tout eu besoin de Exactement. faire sur le Hmm, hmm. premier projet, quoi.
Le Mmh. premier projet, c'était que de la déco, il n'y avait pas de division et ça, je me sens très compétente de le faire. Et Donc, juste en ouais. parlant de, parce que tu as parlé de problématiques d'évacuation, tu sais, par rapport à tout ça, Ouais. c'est que moi, généralement, ce que je fais quand j'achète un projet de division, s'il y a, c'est toujours mieux, c'est qu'il y a une cave. Pourquoi? Parce que souvent, quand tu fais de la division, tu es bloqué par rapport aux toilettes, puisque tu sais, il faut une pente de 1 cm Ouais. par mètre, bref, tu as des choses à respecter. Et quand tu as une cave en dessous, bah, tu peux un peu plus jouer avec tes évacuations parce qu'après, tu relis tout en bas et après, donc tu es un peu plus libre. Donc, c'était juste pour rebondir sur ça, une petite stratégie, c'est que quand vous achetez un bien divisé, s'il y a une cave sous-sol qui fait tout le bien, souvent pour les maisons, quand moi j'ai divisé une maison, bah, je regarde souvent s'il y a une cave parce que derrière, on est un peu plus libre de disposition parce que voilà, des toilettes, des évacuations, c'est une grosse problématique dans la division parce que parfois, tu peux pas mettre des toilettes où tu veux. Après, bon, il y a des stratégies, il y a des, bref, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai perdu le mot. Toi, C'est tu des, divises en copro des fois ou tu divises parce qu'en fait, tu pourrais non, très j'ai bien jamais diviser. divisé en copro. Ouais. Alors, ça, Mm, c'est un chapitre, c'est intéressant parce que mm, mm. ça, c'est une autre complication supplémentaire. Nous, on se l'est interdit, par exemple. On Non, 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 n'achète pas un diviser en 120 mètres copro. carrés, c'est hyper, c'est Après, il hyper y en chiant de a qui diviser en divisent en copro. Il copro. y en a qui font, hein. Moi, je connais, ouais, moi, j'ai des participants de mon programme qui ont fait du vision d'appartement en Ouais. copro. Donc, tu as une demande à faire à la copropriété par rapport à tout ça. Mais après, faut juste s'assurer bah, que les évacuations des eaux usées, tout ça, soient cohérentes. Mais bon, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils collent les toilettes, tu vois, entre les deux Ouais. apparts. Et mais c'est sûr que la copro peut être un frein. Ça, mais c'est comme tout, hein. Il faut en parler, expliquer le projet. Souvent, les copropriétaires ne sont pas contre, malgré ce qu'on pense, parce que bah, ça divise les frais de copro encore plus. Donc, ils Hmm. payent un peu moins de frais de copro. Après, ça dépend vraiment également bah, c'est comme tout le voisinage, hein. Si le voisinage est sympa et ça passe, et des fois, c'est clair qu'ils peuvent te faire chier parce qu'ils aiment pas ta tête ou parce que ils veulent pas le changement, quoi, tout simplement. Oui. Mais bon, j'évite. Personnellement, j'ai pas envie de me prendre la tête avec une division dans une copro. C'est encore une problématique de plus. C'est fatigant, hein. Arrive un moment, Ouais, je si on suis d'accord. doit faire un projet et derrière on se fait refuser à cause de Monsieur Martin en dessous de chez nous parce que bah voilà, il aime pas un peu notre tête, c'est dommage. Toi, tu t'es formé sur la partie travaux ou c'est vraiment un truc, enfin voilà. Parce que ça, c'est aussi un. Alors, il y a beaucoup d'aspects réglementaires, contraignants, etc., beaucoup plus que dans un projet classique si on veut diviser. Et il y a aussi une complexité de travaux qui n'existe pas forcément sur un projet classique. Mm, mm. Est-ce que, ouais, toi, comment tu t'es formé Bah là-dessus? moi là, je me suis formé avec des artisans où j'ai eu de la chance entre guillemets, même si je m'y connais quand même pas mal en travaux, je fais beaucoup de recherches. Parce qu'il faut savoir que la problématique dans la division, pour moi, hein, la problématique la plus importante, c'est c'est l'aspect phonique. Hmm. Pourquoi? Parce qu'entre deux logements, souvent, si tu as des mauvais artisans, normalement, on doit mettre des cloisons, on appelle SAD. En fait, c'est des cloisons SAD. Bon, je C'est une dirais, les norme. auditeurs, vous tapez sur Google, vous verrez un peu ce que c'est. C'est vraiment des cloisons spécifiques pour entre deux logements. Hmm. Pourquoi? C'est bah, parce que si t'entends le voisin qui regarde la Qui télé, regarde la bah, tu auras télé, des ouais. turnovers, etc. Donc c'est très important phoniquement. Donc faut des cloisons SAD, faut de la bonne isolation phonique. Isoler Et ça, pareil, les plafonds ou les planchers aussi les poissons, éventuellement. même de la laine de verre, etc. Ouais. Faut vraiment essayer d'isoler au mieux, thermiquement et phoniquement. Mais le phonique est vraiment le plus important. Et moi, je sais que sur ça, je rigole pas trop avec les artisans, mais voilà, ils ont l'habitude. C'est que ils mettent des cloisons SAD entre chaque logement pour justement que le bruit ne passe pas. Ils remontent même les cloisons au niveau des plafonds pour que le bruit vraiment ne passe pas par au-dessus. Hmm. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que sinon, le turnover, il va être vraiment très élevé. Alors, tu as sorti un livre il y a pas longtemps Mm.
qui s'appelle L'investisseur moderne, 2 points, comment faire partie des nouveaux riches. J'ai 2 questions Ouais, à te c'est poser par ça. rapport à ce livre. C'est quoi l'investisseur moderne? Alors en fait, l'investisseur moderne, c'est qu'aujourd'hui, bon là on est en 2022, c'est que tout a changé. Ça veut dire quoi? C'est que à l'époque, tu te posais la question, bah ok, je vais investir mon argent. T'allais un peu dans l'immobilier, dans la bourse, on va dire. C'est vraiment les deux investissements où il y a le plus de flux de trésorerie du monde de l'investissement. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, tu te dis pas, est-ce que je vais investir en bourse en immobilier? Tu vas te dire, dans quoi je vais investir? Tu as tellement de possibilités, que ça soit même dans l'immobilier. Aujourd'hui, regarde, là on en parle. Tu as du Airbnb, tu as de la colocation, tu as de la location longue durée. Bref, déjà, c'est des choses qui n'existaient pas il y a 30 ans. Aujourd'hui, de la location courte durée, Airbnb, ça fait quoi? Ça fait peut-être, je dirais peut-être même pas 15 ans qu'il est en France et encore. Donc aujourd'hui, on a beaucoup plus de possibilités. Pareil pour les marchés financiers. Il y a beaucoup de théories maintenant qui sont totalement différentes. Tu as également tout ce qui est lié au private equity. Donc ça, c'est un peu méconnu des investisseurs, mais c'est très utilisé en banque privée. Donc c'est investir dans des sociétés non cotées. Donc ça, pareil, c'est un des placements les plus rentables depuis maintenant 15 ans, que peu de particuliers utilisent parce que c'est assez méconnu, mais c'est largement abordable. Mmh. C'est pas si simple que Le ça, moi, je private trouve, hein. equity, bah après, aujourd'hui, il faut connaître les fonds, Il y a une dimension d'analyse, voilà, il y a une dimension d'analyse et de connaissance qui est une couche qui est plus complexe. Et moi, je trouve que le niveau de risque, il est démultiplié, mais les gains potentiels le sont aussi, alors, mais le niveau de risque est je vais énorme. t'expliquer. Sur le private equity, ça va dépendre. Tu peux investir en private equity via des fonds. Donc ça, ton risque, c'est sûr que c'est pas plus risqué qu'investir sur les marchés financiers. C'est juste que là, ton risque, il va être diversifié. Pourquoi? Parce que les fonds, c'est leur métier. Ils vont investir dans des projets non cotés, mais c'est leur métier. Par contre, si tu investis toi-même, comme d'autres fonds, dans du non coté, donc dans des startups, oui, là, c'est largement plus risqué. Moi, après, quand je parle de private equity, moi, j'investis plutôt dans des fonds, que ça soit des fonds fermés ou ouverts, ça dépend, il y a différents types de fonds. Après, tu as des fonds suivant aussi comment dire, le bénéfice de la société. Tu as des fonds qui vont investir dans des sociétés qui font pas encore d'argent, tu as des fonds qui vont investir dans des sociétés qui sont déjà en bénéfice. Bref, tu as beaucoup, en fait, tu as différentes échelles de risque. Après ça, faut connaître. Mais c'est pas non plus hyper complexe. Ça va dépendre de la typologie de fonds que tu choisis. Donc l'investisseur moderne, c'est quoi? C'est ça en fait. C'est aujourd'hui, il y a énormément d'investissements qui sont même parfois méconnus. Par exemple, moi, j'investis beaucoup on appelle ça du crowdlending en anglais. En fait, c'est du prêt entre particuliers. Pareil, j'aime pas le crowdlending. Je trouve que le niveau de risque, en fait, il y a eu beaucoup de... J'en ai pas mal parlé, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé sur le podcast. Mais tu vois, moi, je le compare souvent au crowdfunding immobilier. On est plutôt sur des rendements qui vont entre 4 et 7 sur le crowdlending, alors que le crowdfunding immobilier va entre 7 et 10, 11. Et du coup, en fait, le problème du crowdlending, c'est qu'il y a eu beaucoup de plateformes où les taux de défaillance étaient élevés parce que c'était en gros atterrissaient sur ces plateformes tous les dossiers qui n'étaient pas financés par des banques traditionnelles. Donc le niveau de risque était élevé, les rendements étaient plus élevés etc. Donc moi je trouvais que le ratio risque-rendement était pas du tout intéressant. Alors moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur le crowdlending, donc ça, c'est vraiment quelque chose que je connais par cœur. Alors déjà, sur le crowdlending, déjà les rendements, c'est plus que ça, c'est entre 9 et 12. Ensuite, il faut vraiment faire attention aux plateformes, et aujourd'hui, le marché, je dirais pas qu'il est mature, mais il commence presque à être Mm. mature. Après, entre le crowdlending et le crowdfunding, c'est totalement Oui, tout à différent. En fait. fait, le crowdlending, aujourd'hui, quand tu prêtes de l'argent, en fait, bon, je vais expliquer ce qu'est le crowdlending, je pense Ouais. être plus facile. C'est que généralement, tu as une personne qui va emprunter de l'argent, donc un particulier ou une entreprise, mais souvent, c'est des particuliers. Ok, toi tu le faisais auprès de particuliers, parce que moi je le connais plus auprès de sociétés en fait. Tu peux le faire en tant que société, mais
Moi, je Enfin, prêter à préfère des emprunter sociétés. prêter à des Ouais. particuliers. Je vais Ok, t'expliquer toi, tu pourquoi, en préfères aux fait. particuliers. Ok. Donc, voilà, entre les 2, tu as une marketplace, on appelle ça. Ça veut dire que c'est un intermédiaire. Donc, tu as un particulier, tu as une société comme Cofidis, par exemple, mais c'est pas Cofidis, c'est des sociétés différentes, parce que Cofidis, c'est un gros acteur. Ensuite, tu as la marketplace et tu as toi, l'investisseur. D'accord? Ce que font les sociétés de prêt aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir dans les pays, bon, nous on est en France, on a des taux bas sur les marchés. Par exemple, un Cofidis, qu'est-ce qui se fait? Il emprunte sur les marchés et il te prête l'argent et il se fait une marge. D'accord? Donc c'est assez facile. Voilà, généralement les taux de prêt conso, je sais pas, je les ai pas en tête aujourd'hui, mais je pense qu'on tourne en moyenne à 3, 4, ça dépend après ton projet. Il faut savoir que dans des pays hors zone euro, parce que en zone euro, les banques centrales travaillent énormément, on va dire, pour laisser les taux assez bas, donc les taux sur les marchés sont assez faibles. Mais il y a d'autres pays, c'est pas du tout le cas. Même dans les pays de l'Est aujourd'hui, type, je sais pas, moi je dis au hasard, en Roumanie par exemple, c'est largement plus cher de se faire financer, même pour acheter une voiture. Un exemple, pour acheter une voiture en Roumanie, j'ai pas les taux en tête, mais je pense que c'est au-delà des 8-9%. Tu vois. Pareil, je peux citer des pays comme au Mexique. On a parlé de Bali tout à l'heure. Bali, c'est un très très bon exemple. Si tu veux acheter une voiture à Bali, si un particulier va emprunter, il va emprunter au-delà des 10%. Hmm. D'accord? Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt dans ces pays-là sont assez élevés. C'est la politique monétaire du pays entre guillemets. Donc toi, tu profites en fait des politiques monétaires dans des continents différents ou dans des pays différents. Et aujourd'hui, le risque de défaut, que ça soit un Balinais ou même un Français, sur les prêts de conso, les statistiques sont pratiquement similaires. Ça veut dire en France, on est en dessous des 3 à 4%. Après, bon, pareil, j'ai pas les chiffres devant moi, mais je sais que on est, voilà, c'est très très faible en France. Sur les pays, voilà, type Roumanie ou autre, c'est la même chose. Sauf que les taux sont là un petit peu plus élevés. Donc, tu profites de cet écart de taux, comme le fait Hmm. actuellement aujourd'hui. Un exemple bête, mais les Japonais, aujourd'hui les Japonais euh, placent énormément de leur argent aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'au Japon, les banques centrales sont très bonnes. C'est un peu comme en Europe, même pire qu'en Europe. Les taux sont pratiquement à zéro, voire négatifs. Donc les Japonais, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils convertissent leur yen ou yan directement en dollars pour placer sans risque à 3, 3,5 aux États-Unis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la monnaie nippone perd énormément de valeur et le dollar gagne beaucoup de valeur aujourd'hui parce que les taux sans risque aux États-Unis montent fortement. En fait, c'est un arbitrage comme ça. Mais aujourd'hui, quand moi je travaillais en banque, et les banques, c'est facile, elles faisaient ces arbitrages au quotidien. Voilà, elles empruntaient du dollar pour prêter sans risque sur la monnaie en dollars parce que les taux étaient un peu plus élevés. Aujourd'hui, en tant que particulier, tu peux faire la même chose à ton échelle, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu as des plateformes. Bon, je le cite dans mon livre, hein, j'ai fait des études sur quelle plateforme investir. Je regarde Mhm. leur bilan, je regarde s'ils gagnent de l'argent ou pas, je regarde beaucoup de choses, même par rapport aux organismes de prêt qui sont à l'intérieur de la plateforme. Et derrière, tu peux prêter ton argent, faire cet arbitrage entre les taux européens qui sont faibles, donc prêter ton argent à des taux plus élevés dans des pays où les banques centrales ont des politiques un peu plus, on va dire, Austère. euh, Ouais, exactement. Voilà. bah, c'est austère de Donc, notre point de vue, mais en vrai, c'est quand ça. les taux d'intérêt sont bas, ça veut dire qu'il y a beaucoup de liquidités en circulation aussi. Exactement. Et moi, quand je travaillais en banque, je voyais parce que voilà, j'étais dans le département, il y avait tout ce qui est marge d'intérêt, etc. Bref, je ne suis pas rentrer dans les détails, mais les banques aujourd'hui, avec ton argent, quand tu places ton argent ou même sur ton compte courant, il y a une partie qui part également. On appelle ça de la marge d'intérêt. Ça veut dire qu'ils vont prêter à des risques limités, voire assez faibles. Souvent, c'est aux États à des taux plus élevés comme aux États-Unis aujourd'hui, comme la Banque centrale, la Fed aux États-Unis augmente ses taux actuellement, les taux d'intérêt sont de plus en plus attractifs aux États-Unis, sans risque, entre guillemets. Quand je dis sans risque, c'est vraiment l'État américain. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on voit les bourses s'effondrer parce que les investisseurs maintenant commencent à avoir du rendement sur du sans risque, donc sortent un peu des marchés risqués. Aujourd'hui, tu peux faire la même chose avec le crowdlending. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ce type d'investissement. Mais après, voilà, faut connaître pareil. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là. J'ai un chapitre dessus où j'explique vraiment en détail sur quelle plateforme, comment je fais de l'arbitrage, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est assez méconnu.
c'est très, très exploité en Allemagne, tu vois, parce que par exemple, moi, j'ai fait ma dernière année d'études en Allemagne, et en Allemagne, c'est très, très utilisé par les particuliers, le crowdlending. Comment comment dirais-je? Comment tu organises ta stratégie? C'est-à-dire, quel est le rôle du crowdlending versus la bourse, versus les cryptos si tu y es, Alors, versus exactement. l'immobilier? Tu vois? Parce que si j'ai bien compris, tu as commencé par l'immobilier qui était un levier pour toi de in fine remplacement de ton salaire. Et j'ai oublié parce que j'ai des questions à te poser là-dessus, donc on y reviendra. Mais donc, tu commences par l'immobilier, tu utilises les revenus de ton salaire pour te constituer un capital, une épargne. Il y a aussi cette opération que tu as fait sur ta RP pour investir dans l'immobilier. Tu enchaînes les opérations, tu peux in fine remplacer tes revenus du travail par ceux de l'immobilier et tu te lances dans des activités en indépendant, notamment du conseil en investissement financier, etc. Euh, tu vois, quelle place prennent les autres types d'investissements dans cette stratégie? Bah, en fait, quand tu pars de zéro, moi, j'ai commencé ça là, j'avais 3 000 € d'épargne, tu vois. Donc, quand tu as 3 Ouais. 000 €, t'as pas le choix. Tu fais comment? Soit tu vas en bourse, mais tu gagneras jamais ta liberté financière. Ben, imaginons, tu as même 10% de rendement, ça veut dire que tu as 3000, allez, tu as 300 € à la fin de l'année, ok, cool. Mmh. C'est pas avec ça que je vais, voilà, pour ceux qui disent investir en bourse, etc., c'est bien, mais pour commencer, il n'y a rien de pire. D'ailleurs, je connais aucune grande fortune aujourd'hui qui partait de zéro, qui n'a pas commencé par l'immobilier. Impossible. Ils ont tous commencé par l'immobilier. Pourquoi? Parce que Ou, voilà, tu ou lèves de l'argent que tu n'as l'entrepreneuriat. pas. Ou Ou l'entrepreneuriat, bien l'entrepreneuriat. sûr. Ou Les deux gros l'entrepreneuriat. leviers Voilà, c'est d'enrichissement ça. aujourd'hui pour les gens, c'est l'immobilier et Exactement. l'entrepreneuriat. L'immobilier parce que tu peux emprunter à la banque et l'entrepreneuriat parce que sky is the limit, comme on dit. Voilà, c'est ça. Mais voilà, aujourd'hui, puisque moi sur Internet, je vois souvent des gens, oui, il faut investir en bourse, etc. Oui, mais pas quand tu démarres de zéro. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire passer comme message, parce que tu perdras ton temps. C'est pas, t'auras pas de levier, d'accord? Donc, j'avais pas le choix de commencer par l'immobilier. Donc, j'ai commencé par l'immo, je me suis créé des revenus passifs. Mais arrive un moment, il faut que tu diversifies. Pourquoi? Parce que en fait, moi, je veux une liberté financière, mais sereine. Je veux pas une liberté financière entre guillemets où je me dis, imaginons, je sais pas moi, il y a un crash IMO ou il y a une forte, je sais pas moi, j'ai investi dans tel secteur et là il y a plein de programmes IMO qui arrivent. Tu vois, j'ai envie d'avoir une diversité financière sereine. Donc ensuite, j'ai réinvesti sur les marchés financiers. J'explique comment dans le livre, hein, vraiment mes stratégies sur les marchés financiers. Et je diversifie sur du private equity, parce que le private equity, l'avantage, c'est que les rendements sont bons et t'oublies, en fait. Tu sais, les marchés, le problème des marchés, c'est que c'est coté tout le temps, donc tu es incité à regarder les prix, les cours, etc. Que moi, le private equity, ce que j'aime bien, c'est que c'est passif à 1000% et j'ai pas l'incitation de regarder, en fait, la variation du patrimoine, d'accord? Et ensuite, Mm. le crowdlending, pourquoi j'aime ça? Parce que le crowdlending, ça te fait des rendements que, donc pareil, t'as pas de volatilité du cours de ton investissement. Donc ça, c'est un luxe, hein, parce que t'as pas besoin de regarder, c'est comme l'immobilier, tu te prends pas trop la tête avec ça. Mais tu as des revenus d'intérêt qui sont constants et prévisibles. C'est ça que j'aime bien, c'est la constance et la prévisibilité des revenus, tu vois, et Mais on avec est des d'accord rendements élevés. que ce soit le crowdlending, le private equity ou la bourse, tu as besoin de liquidité, tu as besoin de cash. Hmm. À quel C'est pour ça moment que c'est ça dans arrive un dans ta second stratégie? temps. Bah, dans moi, ma Ouais. stratégie, c'est simple, c'est Mais immobilier. Mais arrive un l'immobilier, là, a moment, remplacé tes revenus. Donc, t'as pas gêné. Tu vois, en fait, c'est du revenu que tu oui, utilises au mais arrive un quotidien. moment, il faut bien que tu diversifies ton patrimoine. Tu peux pas. Un exemple. Là aujourd'hui, bon, moi j'investis très très peu en crypto. C'est pas trop mon délire. Les cryptos crachent, d'accord? Moi, je connais des investisseurs. Pour te dire, ça se trouve, va écouter ton podcast. Il y a là, je crois que c'était le mois dernier, j'avais un client qui voulait investir à l'étranger dans l'IMO et qui a préféré tout mettre en crypto, d'accord? Pourtant, voilà, aujourd'hui, et aujourd'hui, il a peut-être perdu la moitié de son patrimoine. Et il y en a plein des investisseurs comme ça, qui sont pas diversifiés.
L'immobilier, c'est clair que c'est rendement risque, je trouve, le plus avantageux, mais c'est Oui, surtout mais l'effet de il faut levier. du cash pour Mais derrière, diversifier, tu vois. Aujourd'hui, même si bah oui, j'avais mais envie ton de cash, tes cash diversifier, flows. Oui. ouais, mais en vrai, les stratégies de location longue durée dégagent pas des cash flows à ce point-là faramineux qu'on a 100 000 euros à investir chaque année dans des nouveaux actifs, tu vois, c'est ça que je veux dire. À un moment donné, parce que du coup, quand tu fais cette transition, tu te mets dans l'entrepreneuriat et là, tu as un nouveau levier d'enrichissement. Est-ce que c'est ça qui te dégage ces revenus que tu investis ou... Là, au jour d'aujourd'hui, 80% de mes revenus que j'investis, c'est lié à mes revenus passifs que j'ai. Un exemple, je te parle d'un exemple chiffré. Là, j'ai fait un projet en 2020. Ouais, J'ai divisé un immeuble en 11 appartements. Là, j'ai 6 500 euros de loyer qui tombent. D'accord? ok. Pendant 3 ans, je paye pas de crédit. Ça veut dire, je crois, je paye 190 euros d'intérêt. Tu calcules, ça fait, on va arrondir à 60 000. D'accord? 6 fois 3, 18, 180 000 euros. D'accord? 180 000 euros, allez, 200 000 euros, parce qu'on arrondit, 200 000 euros de cash sur 3 ans. Sur un Attends, seul 6500, projet. 6 500 € de loyer sur tes 11 biens? 6 500 Ok, euros sur l'immeuble, c'est 11 biens. Fois 12 sur ok, l'année, fois 12 mois j'enlève et fois 3 200, ans. on va enlever la taxe Ouais, ouais, ok. foncière, mais là j'arrondis, voilà, je suis pas à l'euro près. Bah, c'est de l'argent que je dois placer. Tu vois, je peux le garder pour réinvestir dans l'IMO. Mais moi, ma stratégie, c'est là, par exemple, cet argent-là, je le mets en assurance vie. Un exemple, hein, je te dis ma Ok. stratégie. En fait, ce que j'ai compris, c'est que ok, t'es arrivé à un niveau suffisant où t'as plus forcément envie de faire grossir ton patrimoine immobilier, en fait. T'as envie de... Si je le fais grossir, mais par exemple là, je divise ma résidence principale, je suis en train de Ouais. construire une nouvelle maison, bref. Ce que je veux dire, c'est que je le fais grossir, mais je vais pas utiliser 100% de mon cash pour investir en immobilier. Ce serait dommage. Pourquoi? Parce que je veux diversifier. Pareil, quand je suis à la Bali, j'y suis pas allé parce que il y a des rendements. C'est pour diversifier en devises, c'est pour diversifier quelque chose qui est décorrélé du marché français. Pourquoi? Parce que sur le moyen long terme, moi j'ai une source de revenus passifs qui est totalement diversifiée et qui dépend pas l'un de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc et moi quand je conseillais Grande Fortune, je voyais aucun portefeuille. D'ailleurs, ça n'existe pas hein, dans les banques privées. Un portefeuille 100% immobilier. Personne Hmm. ne fait ça. Tu le fais au départ, quand tu arrivé à un moment où tu veux te créer du patrimoine. Mais dans un second temps, quand tu commences à dégager des cash flows, etc., tu, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, c'est justement pour dire, voilà, il faut que tu aies une stratégie totalement diversifiée. Tu comprends? Parce qu'on est souvent incité quand on est dans professionnel de l'immobilier ou qu'on a beaucoup gagné en IMO ou qu'on fait beaucoup d'IMO, on est incité à répéter dans l'IMO. Mais le problème, c'est qu'arrive un moment, la diversification, il n'y a rien de plus important dans ta création de richesse. T'as fait tes projets en meublé, en LMNP, en SCI à l'IS? Tu les as fait Alors dans... moi, j'ai Ça été dépend peut-être des en projets loueur d'ailleurs. meublé. Alors moi, je suis en loueur meublé, donc je suis Mais LMP maintenant. professionnels, ouais. Ouais, moi je suis LMP. Pourquoi j'étais LMP? Parce que moi, mon objectif, c'était toucher mes revenus directs dans ma poche pour après faire ce que je veux avec. Et Ouais. donc j'ai une base LMP, d'accord. Ensuite, maintenant que je suis, donc quand j'étais salarié, j'avais aucun intérêt, pardon, de créer de SCI. Pourquoi? Parce que voilà, je voulais vraiment des revenus qui tombent direct. Je voulais pas me payer en dividendes ou etc. Et aujourd'hui, maintenant que je suis entrepreneur, bah j'ai plus besoin de LMP. Donc j'ai mon LMP qui me permet de dégager des revenus que j'utilise voilà pour placer etc. pour voilà les loisirs etc. Mais maintenant qu'est-ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai ma société, j'ai fait une holding au-dessus et je réinvestis également dans de nouvelles SCI dans l'immobilier. Donc maintenant, le SCI est avantageuse pour moi. Mais à Hmm. l'époque, et ça pareil, c'est un message que j'aimerais faire passer, parce que je vois beaucoup sur l'internet la SCI, la SCI, la SCI. Ça dépend vraiment de ta situation perso. Des fois c'est bien, des fois c'est pas adapté à ta situation. Bah, tu vois, moi qui fais de la LCD, en fait, déjà, avec les revenus générés par la LCD, tu dépasses très très rapidement le plafond Ouais, du bien sûr, LMNP. exactement. Hmm. Et du coup, entre LMP, quand tes rendements sont beaucoup trop forts, et nous, avec du LCD, on vise 20% minimum,
en fait, c'est très vite plus intéressant d'être en LMNP. Bon, le LMNP, ça va. Hmm. Au bout de 6 mois, c'est fini. Et LMP aussi. Donc, c'est encore d'autres critères, tu vois, comme quoi il n'y a vraiment pas une façon d'aborder les choses, mais ça dépend de plein de critères. Au final, tu as combien de biens Exactement. aujourd'hui? Donc là, j'en ai 29. En fait, j'en ai Oh, 25 et j'en ai 4. J'en ai 4 qui, là, je suis une division d'une maison. Bon, là, je suis pas tout seul. C'est la première fois. Là, j'investis avec ma compagne. C'est 4 logements. C'est une maison qu'on divise en 4. tiens, c'est intéressant, c'est une autre question, ça. T'as jamais été bloqué par les banques pour réinvestir sur tous ces projets? Alors, en fait, non, parce T'as que jamais eu besoin, justement, de t'associer, en fait, à un moment donné? bah là, je me suis associé. C'était pas lié à ça, en fait. C'est juste parce que, bah, voilà, ma compagne voulait investir. Mais en fait, la banque, comme moi, je vais sur des hauts rendements. Les banques prennent, et encore là aujourd'hui ça a changé, c'est ce qui est bizarre, c'est que plus j'avance dans l'investissement, plus je comprends rien. C'est que là on est en période vraiment d'incertitude, et là justement j'ai eu un rendez-vous avec la banque le mois dernier, et elles prennent 90% de mes revenus locatifs. D'accord, alors que le standard, hein, pour les gens, normalement, on dit que c'est C'est 75. 70. Ouais, 70, voilà. Moi, 75, ouais. pour mes Mmh. projets avant, c'était 70. J'ai même une Ouais. banque pour mon deuxième projet, c'était 60. Et là, maintenant, c'est 90. Pourquoi? Parce que le HCSF bloque et les banques trouvent des... Il faut savoir qu'une banque doit répondre à ses actionnaires. Elle doit faire du chiffre. Donc, elle trouve toujours des solutions sur des investisseurs, entre guillemets, quand le projet est quand même cohérent, pour te financer. Après, si c'est bien présenté, elles trouveront toujours une parade, soit vont augmenter bah, tes futurs revenus locatifs, elles trouveront quelque chose pour que tu sois dans les 35%. Donc, Et parce que c'est un partenaire bancaire qui te suit de longue date, en l'occurrence, non, non, c'est ou avec qui tu as un bon moi relationnel? je suis pas fidèle au niveau banque. Mmh. Je passe toujours par un courtier. Bah, lui, je suis fidèle à ce courtier par contre. Et lui, en Je fait, veux bien l'adresse. ouais, bah, je te donnerai si tu veux. Et lui, il me propose parfois des banques qui, bah voilà, qui prennent 80. Là, qui me propose 90% de prendre en considération mes revenus locatifs. Parce que là, le problème que j'ai, c'est que la plupart de mes revenus aujourd'hui, ils viennent de loyers. Donc, si les banques ne les prennent pas en considération, je peux rien faire. Ouais, Donc voilà la problématique. Après, moi, j'ai ma société, elle est créée depuis 1 an et demi. Donc les banques considèrent pas vraiment ça encore ouais. comme des revenus. Donc voilà, c'est donc non, j'ai pas de problématique. Faut juste bien présenter le projet et bien négocier avec la banque. En fait, vraiment, le conseil que j'ai à donner aux gens qui vivent de leur loyer, c'est de bien estimer et de bien jouer avec la banque en disant, écoutez, voilà, j'ai tant de revenus locatifs, voilà, c'est constant, prévisible, et d'essayer de négocier au maximum pour qu'elle prenne au mieux ces revenus-là. C'est vraiment ça qui va jouer sur l'obtention du prêt. Tu disais quelque chose là par rapport au financement qui m'a interpellée et je me dis la même chose en fait. Je me dis, donc on est en train de parler de la hausse des taux. D'ailleurs, je vais faire un prochain épisode là-dessus, mais on est en train de parler de hausse des taux, donc de baisse des emprunts. Et moi, je me dis, ok, mais à un moment donné, on a quand même des banques et des conseillers qui ont des chiffres à faire. Tu vois, je suis pas sûre que de ce fait-là, les gens baissent les objectifs de tous les conseillers et quand bien même elles le feraient, les conseillers sont peut-être pas hyper chauds de se voir baisser tous leurs variables et toutes Ouais, leurs bien primes sûr. juste parce que du fait de la conjoncture. Et je me dis, mais il y a quand même des. Tu vois, à un moment donné, il y a quand même des gens qui ont faim, quoi. Il y a quand même des gens qui ont envie de faire passer des dossiers. Il y a quand même des gens qui ont des objectifs à faire, etc. Et je pense qu'il y a même, ce truc un peu schizophrénique de la banque, l'institution et surtout les trucs de cautionnement, là, sont frileux et il y a le HCSF aussi. Et en même temps, on a des conseillers sur le terrain qui ont envie de faire tout pour faire passer des dossiers et le plus vite possible. Et s'ils peuvent faire leur chiffre le plus rapidement possible, tant mieux, parce qu'effectivement, on ne sait pas de quoi la fin de l'année Mm. sera faite, quoi. Bah, c'est ça la problématique, c'est qu'aujourd'hui, les banques, c'est privé, c'est même coté en bourse, derrière des actionnaires, et eux, leur objectif, c'est de valoriser leur entreprise. Donc, c'est pour ça que quand on dit oui, les banques ne vont plus donner de crédit, la hausse des taux, attention, moi, j'y crois pas trop. Après, il faut savoir que les banques aujourd'hui, plus les taux sont élevés sur les marchés, plus elles font de marge.
Pourquoi? Parce que l'argent que tu as en compte courant, que tu déposes, bah, pourront les placer. Ils ont une partie à placer sans risque. Et aujourd'hui, ça rémunère un peu mieux qu'il y a l'année dernière, par exemple. Donc, c'est un peu compensé par le fait que les banques aujourd'hui peuvent un peu plus gagner d'argent via la hausse des taux d'intérêt. Donc, elles peuvent se permettre un petit peu de diminuer leur entre guillemets leur encours de crédit. Même s'il faut Mmh. savoir que l'encours de crédit c'est plus un produit d'appel pour les banques plutôt qu'un produit qui On est marche. d'accord. Mais voilà, après, je suis totalement d'accord avec toi. Faut jamais oublier ça. C'est que les banques, ça reste des sociétés privées qui veulent faire de l'argent. Il y a des salariés derrière qui également veulent gagner plus, sont motivés et donc obligatoirement veulent faire passer des prêts. C'est pour ça que moi, je m'inquiète pas. La seule chose qui m'inquiéterait aujourd'hui, c'est que si les taux remontent vite, c'est que ça. Si ça remonte petit à petit, tranquillement, voilà, ça va parce qu'on s'adapte. Par contre, si ça remonte vite, si on passe par exemple là, on a 1,5, on passe à 3,5, 4, je sais pas moi l'année prochaine, là ce serait très compliqué. Mais moi j'y crois pas trop Ouais, par ça va contre faire de mal. ça. Ouais. Ça j'y crois pas trop. Mais bon, après voilà. Au final, au bout de combien de temps tu as remplacé les revenus de ton travail par, Alors moi, Déjà, attends, donnons des chiffres. Tu gagnais voilà. combien en tant que Alors salarié? Parce que je le dis dans j'imagine le que vous livre, gagnez je pas le deux dis mille dans le cinq cents livre. euros. Alors si justement, j'ai commencé à 2200, donc en Ouais. 2011 et j'ai fini en 2020 à 3008. Donc Ah mais après bah, remplacer tu mon vois, c'est salaire. pas. Comment? Je suis pas impressionnée, tu vois. Je Non, bah m'attendais à après plus, le truc clairement. c'est que ouais, après je gagnais 3008 à la Parce que fin de ma prendre 1000 euros carrière. en, ouais, prendre 1500 euros en 10 ans, c'est pas, c'est pas, 8 c'est ans, pas ouais, foufou c'est dans 8 ans, un. exactement. Après Bon, d'accord, ok. 8 ans et après voilà, c'est sûr que j'aurais peut-être pu faire des plus de salaire, je pense, si j'aurais changé de boîte plus rapidement. Mais au final, voilà, mon objectif, c'était quand, en fait, le problème, c'est quand tu investis. Un exemple bête, hein, quand tu investis, tu fais 1500. Sur mon premier projet, j'ai fait 1500 euros de cash flow en longue durée. Tu dis, waouh, je fais presque la moitié de mon salaire comme mille ça, cinq en cents euros fait. par mois? Par Ok. mois, ouais, de cash flow. En 2013, Avant, c'était. avant brut ou net? Là, c'est quand je dis 1500 euros, c'est que j'ai encore la taxe foncière à payer. Donc sur ce projet-là, j'ai Ok. 200 par mois. Et puis les charges communes de l'immeuble et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et le comptable. Et encore, ça, c'est pas énorme. J'ai pas énormément En fait, moi, sur mes projets, j'ai très peu de frais fixes dans mes divisions parce que je suis propriétaire de l'immeuble. Donc, à part ma taxe foncière, l'électricité pour le commun. Mais là, les 1500, c'était net d'impôt parce que en Ouais, parce que LMNP, moi, tu oui, payes oui, c'est net des. d'impôt, bien sûr, parce que j'ai de la Ok. rénov. J'ai pas mal de Ouais, rénov dans mes ok. projets. Et Ouais. donc, Petit aparté, mais quand il y a beaucoup de rénovations mais en SCI, c'est pareil. Enfin, hmm, globalement, sur les projets où il y a beaucoup de rénovations, il y a beaucoup de statuts qui permettent de ne pas payer d'impôts pendant un certain nombre d'années, des fois, y compris en nu aussi, en faisant du déficit foncier. Donc voilà, plus il y a de la réno, plus il y a moyen de ne pas payer d'impôts, en gros. c'est ça, Pas de vitam aeternam, mais au moins quelques années. c'est ça. Et donc, j'ai arrêté quand j'avais dépassé mes 3008 par mois, quoi. Ok. Et donc, tu as mis 8 ans. Bon, en fait, j'ai mis un peu moins de 8 ans. C'est juste que quand j'avais remplacé au bout de 6 ans, mais je voulais faire un dernier projet avant de démissionner. Et j'ai mis 1 an et demi à le trouver. Mais voilà, c'est juste ça. Et parce que je voulais vraiment un gros projet avec une forte renta, une grosse division, parce que je savais que c'était mon dernier crédit en CDI. Donc je voulais pas Ouais. vraiment, j'étais vraiment concentré à faire une opération très rentable. Ça m'a pris énormément de temps à trouver. Et dès que j'ai trouvé, dès que j'ai eu le prêt, je crois 5-6 mois après, j'ai démissionné. Donc, tu vois, j'aime bien redire, c'est pas si rapide que ça, tu vois. Parce Non, que, c'est pas si rapide. voilà, c'est vrai que après maintenant, il y a un peu de tout, mais il y a des gens qui sont plus peut-être, j'ai envie de dire oui, honnêtes sur le sujet. Euh, je considère que c'est très très compliqué d'envisager quelque chose de correct en immobilier en moins de 5 ans, enfin de remplacer des revenus, sauf si notre objectif c'est de remplacer ces revenus à 1500 euros.
Là, ça peut être fait en 2-3 ans. Mais Oui, mais après, ces gens-là qui ont 1500 euros auront une capacité d'emprunt moindre. Donc, tu vois, ils pourront c'est moins lever de ça. l'argent. Donc, En fait, il y a une vraie stratégie derrière. Parce qu'il faut comprendre, et tu viens de le dire, c'est qu'une fois que tu quittes ton boulot, tu n'as plus de CDI. En plus, toi, t'empruntais seul à ce hmm, moment-là. Donc, en fait, tu ne peux plus compter pour continuer à aller voir des banques, tu ne peux plus compter que sur tes revenus, tes loyers. c'est Et ça. ou l'entrepreneuriat, si jamais tu te lances dans l'entrepreneuriat, mais tout le monde n'a pas pour objectif de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a ce truc de tu ne peux plus emprunter, mais aussi, entre guillemets, t'es freiné dans tes revenus. Si tu veux pas te lancer dans l'entrepreneuriat, bah, globalement, tu dis, OK, bah, les 3 800 euros, c'est ce que je vais gagner maintenant ad vitam aeternam. Donc, ça peut aussi avoir ce truc de, bah, j'ai pas forcément vraiment envie de rester à 3 800 euros les 10, 15, 20 ou 30 prochaines années de ma vie. Donc, il Hmm. faut après retrouver d'autres leviers d'enrichissement, mais le faire sans, effectivement, sans possibilité de réemprunter. C'est ça qui est compliqué. Après, oui, c'est sûr. C'est pour ça que faut déjà, je conseille à tout le monde d'essayer de vivre en dessous de ses moyens déjà. C'est très important. Et à partir du moment où après on quitte le salariat, c'est sûr pour emprunter c'est plus difficile, même si c'est pas impossible, parce que moi j'ai pas eu cette problématique. Mais c'est clair que avoir un CDI, c'est largement plus facile de se faire financer et de loin. Même un entrepreneur aujourd'hui, faut quand même attendre 2, 3 ans avant de pouvoir lever de Ouais. l'argent en banque via son entrepreneuriat. Donc ça, faut en être conscient. Ouais, notre premier projet, on l'a fait parce que monsieur avait un CDI et moi, mes revenus ont compté pour 0. Ouais, bien sûr, c'est ça. Donc, et là seulement, il commence à les prendre en compte, mais jusqu'à présent, c'était absolument 0. Mm. Et Et après, du coup, dans réussir. ton Ouais, livre, excuse-moi, ouais, vas-y. pardon. Non, dans le livre, il y a l'investisseur moderne 2 points, comment faire partie des nouveaux riches. Parle-moi un peu des nouveaux riches. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi les nouveaux riches? J'ai l'impression que c'est un Bah mot après, que... voilà, ça, j'ai beaucoup cette question. Après, ça va dépendre des Quoi, tu es en train de définitions, dire que mais j'ai une question bateau, non, non, standard, que non, c'est pas une question tout le monde te bateau, mais pose? sur Insta, j'ai beaucoup des gens qui me disaient, ouais, c'est quoi quelqu'un de riche pour toi, etc. En fait, pour moi, quelqu'un de riche, c'est même pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Généralement, ils disent quelqu'un qui gagne en moyenne plus de 3500, 4000 euros par mois est considéré en France comme riche. Après, être riche pour d'autres, ça va être je gagne 200 000 euros par mois, ou je suis multimillionnaire, ou je suis Elon Musk, tu vois. Pour moi, être riche, c'est pas ce que tu peux voir sur les réseaux. Je roule en Lamborghini, machin. Ça veut rien dire. Par exemple, moi, j'ai une villa à Bali. Ça coûte le prix d'une Lamborghini. Mais je préfère avoir une villa à Bali qui me rapporte 3 000 euros par mois qu'une Lamborghini qui perd de la valeur chaque année. En fait, être un riche aujourd'hui, c'est vraiment, pour moi, être libre financièrement et en ayant, entre guillemets, un patrimoine qui évolue avec le temps, tu vois, que tu peux faire évoluer avec le temps. C'est ça un nouveau riche. C'est pas obligatoirement, voilà, ça, il y en Est-ce a que que dans, pour être riche. est-ce que Ouais. dans nouveau, il y a la notion, parce qu'en fait, c'est le mot nouveau qui m'a interpellée. Bah, Est-ce que c'est dans le mot partir de nouveau, zéro. ah, voilà, ok. Donc, c'est accéder à la richesse et non, C'est ça. parce que j'avais pu imaginer que c'était, bah, il y a l'ancienne façon un peu, tu vois, de s'enrichir et un peu finalement Bah, c'est les deux, en c'est lien les avec deux. En fait, l'investisseur moderne, tu vois. c'est Il y a ça. l'investisseur tradi et l'investisseur moderne et il y a le riche tradi et il y a le nouveau riche. En fait, l'investisseur moderne, quand faire partie des nouveaux riches, ça veut vraiment dire, aujourd'hui, en partant de zéro, tu peux faire beaucoup de choses que tu pouvais pas faire il y a 20 ans. Moi, je l'ai vu hein, en banque. Déjà, aujourd'hui, les taux sont assez bas. Même si les taux remontent, on est inférieur à l'inflation. Donc déjà, c'est des choses que tu n'avais pas il y a 20, 30 ans. Moi, j'ai emprunté à 4 en 2013. Le mec qui m'a vendu l'immeuble avait emprunté à 14, 30 ans auparavant, 14% d'intérêt. Donc aujourd'hui, ça, c'est une chance qu'on a et personne, du moins, il y en a qui s'en rendent compte, bien sûr, mais les Français ne s'en rendent pas vraiment compte qu'aujourd'hui, ils ont de l'argent qu'ils peuvent emprunter gratuitement. C'est inférieur à l'inflation, donc faut en profiter. Donc ça, c'est comment dire, un outil qu'on n'avait pas avant. Donc c'est nouveau. Pour il y a 15 ans, on pouvait pas faire ça. De deux, aujourd'hui, tu peux investir en bourse très facilement. Aujourd'hui, avec ton téléphone, bon bref, il y a des stratégies, il faut pas investir aveuglement, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, pour investir en bourse, fallait que tu ailles à la banque, signer des papiers, acheter les actions,
Et c'est ce que faisaient ça les anciens riches. Private equity, c'était large avant, même en banque privée, il fallait minimum 10 millions d'euros pour y investir. Aujourd'hui, tu as des tickets à partir de 1000, 5000 euros. Voilà, c'est de plus en plus accessible. Le crowdlending, ça n'existait pas il y a 15 ans. Et aujourd'hui, tu as plein d'opportunités. Il faut juste connaître tout ça. Bon, après, je parle d'autres stratégies. Bon, ça, c'est pour ça que c'est le dernier chapitre, parce que c'est un peu plus le Far West, tout ce qui est lié au métaverse, etc. C'est, entre guillemets, une nouvelle économie qui est en train d'émerger. Il faut juste savoir une chose, c'est que moi, à l'époque, donc c'était en 2005, 2000, 2000, attends là, 2015, pardon. Ça passe tellement vite que je me perds sur les dates. En 2015-2016, on avait déjà des intervenants dans les banques privées qui nous parlaient du Bitcoin. D'accord? Sachant que sur les réseaux, personne n'en parlait, hein. Le Bitcoin, je crois, il était à 3000, 2-3 000 euros, dollars, pardon. Pareil, le crowdlending, on en parlait déjà. Et en fait, aujourd'hui, euh, les gens ne s'en rendent pas compte, mais il y a énormément d'opportunités d'investissement si tu es, entre guillemets, à l'affût et que tu es curieux. Il y a énormément de possibilités d'investissement à risque maîtrisé. Pourquoi moi je déteste l'investissement, tu sais, un peu casino, ça je déteste ça. C'est pour ça que dans mon livre, même sur la bourse, je parle de chiffres. Et j'ai même, comment dire, suivi des recherches américaines que j'essaie vraiment de retranscrire dans ce livre pour prouver exactement que ton risque, il est maîtrisé. Pour l'IMO, pareil, et j'en parle également pour le private equity, où, comme tu me disais que c'était très risqué, en fait, c'est pas si risqué que ça. C'est sûr qu'il faut un profil de risque, je vais dire, modéré, on va dire. Pas agressif, mais modéré, ça passe. Et aujourd'hui, le private equity, tu as des fonds qui sont très, entre guillemets, rendement risque, qui sont très, très intéressants. Et c'est pour ça que pour moi, le nouveau investisseur aujourd'hui, il doit connaître tout cet écosystème. Et c'est ça que je reproche un peu aux influenceurs dans le monde de l'investissement. Je parle pas de toi, hein, mais je parle en général. C'est que souvent, on parle d'investissement, mais en fait, on oublie l'essentiel. C'est que, un exemple, au mois de janvier, je disais, il faut faire attention, les taux remontent, les taux d'intérêt sans risque, donc aux États-Unis, ça va impacter les actifs risqués. C'est de la macroéconomie pure, c'est quelque chose qu'on apprend en finance. Et là, aujourd'hui, on le voit que c'est très compliqué pour les actifs risqués. Et en fait, pour moi, l'immobilier, la bourse, tout, même le private equity, même aujourd'hui les crypto-monnaies, que j'aurais jamais pensé, c'est corrélé en fait, c'est un écosystème. Et si tu comprends pas l'écosystème de l'investissement dans sa globalité, sur le long terme, c'est compliqué d'avoir une création de richesse sereine, je trouve, c'est mon avis personnel. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour essayer d'éduquer les gens en disant voilà, faut comprendre la globalité en général de l'investissement, parce qu'aujourd'hui, tu as des outils qui sont extraordinaires pour investir que nos grands-parents n'avaient pas. Et toi, en partant de zéro, tu peux te créer une indépendance financière si tu es averti et si tu es, entre guillemets, on va dire formé ou en ayant lu mon livre. Non, mais t'as raison, tu sais, je fais le même mouvement largement, faut que je lui rende hommage quand même, largement accompagné par mon compagnon, par monsieur, qui a très hâte de lire ton livre Merci. d'ailleurs, qui te suit. Ah, tu vas faire un épisode avec Jérémy Pajot, Mathilde. Et en fait, tu vois, moi j'ai le même mouvement que toi, c'est-à-dire on s'est intéressé. Bon, alors moi j'ai quand même un sujet énorme sur la relation à l'argent, sur le fait de gagner plus d'argent, mais dans l'énergétique. Donc ça, c'est quand même un sujet qui me passionne. Les investissements, on s'est intéressé à l'immobilier. Je me suis intéressée à plein d'investissements séparés. Et la next step est celle que je suis plus à travers de mon compagnon, parce que lui, il est passionné de ça, il a toujours été passionné de finance. C'est effectivement, c'est le lien entre le monde, la macroéconomie, et notre quotidien de tous les jours. C'est un sujet qui me passionne aussi, je le découvre, pas avec autant d'appétit que monsieur, mais et du coup quand tu me dis ça, je fais mais je vois très bien pourquoi il te suit, je vois très bien pourquoi il aime ce que tu fais, parce qu'il a le même discours que je tends à, tu vois, à avoir aussi, et je vais faire de plus en plus d'épisodes là-dessus. Mais la conjoncture nous offre finalement un prétexte pour se former et s'informer sur l'économie, le fonctionnement du monde, les liens, voilà, c'est l'inflation, les marchés, les taux directeurs, l'immobilier, les taux enfin, tu vois, c'est Oui, bien ce sûr. jargon qui a l'air Mm. complètement décorrélé, et quand tu le mets ensemble, ça commence
à faire du sens. Donc, c'était pas le cœur de notre épisode. Il y aura d'autres épisodes là-dessus, les amis. Vous inquiétez pas. Mais effectivement, il y a un enjeu aussi de se former sur la macroéconomie pour comprendre quelles sont les tendances et comment on va être affecté. Et je pense que tout le monde le comprend. Personne n'aurait imaginé qu'on serait autant affecté dans notre quotidien. Par le Covid, on pouvait comprendre, mais par une guerre, soit-elle en Europe, on n'aurait pas forcément imaginé. Et puis, il n'y a pas que la guerre comme facteur, par exemple, sur l'énergie. Il y a loin d'être que la guerre qui explique les hausses qu'on a vues. Il y a d'autres facteurs qui sont aussi géopolitiques ou macroéconomiques, et c'est hyper intéressant. Il y a une question que j'ai complètement oublié de te poser. Je veux quand même te la poser parce que je trouve qu'elle a du sens. Je me suis dit, j'aurais tellement dû lui poser dès le début. Mais tu viens de parler tu vois, on vient de parler de nouveau riche, c'est-à-dire je pars de zéro et j'accède à une forme de richesse. D'où tu viens, toi? Tu vois, quel est ton background socio-économique, social? Où as-tu grandi? Bah moi j'ai grandi dans le Val d'Oise en 95. Bah comme je l'explique dans mon livre, je mets les chiffres et tout. Donc j'ai grandi vraiment. Ma mère était secrétaire, mon père agent d'entretien, donc en HLM normal, en région parisienne. Et puis après, donc moi j'ai repris mes études en fait, parce qu'avant j'étais dans le sport, donc dans le foot exactement. Comme des millions de jeunes, j'ai pas percé. Et je me suis retrouvé à 19 ans sans diplôme. Donc j'ai passé mon bac en candidat libre. Et puis ensuite, après, je suis allé en licence d'économie. J'ai adoré l'économie. Et puis au fil à aiguille, j'ai eu mon master comme ça. Mais oui, je pars pas. Je suis parti. J'étais 3000 euros, c'est ce que j'avais sur mon compte. En fait, j'avais économisé, c'était en tant que stagiaire chez Deloitte, c'est un cabinet d'audit. Et je suis parti avec 3000 euros sur le marché de l'investissement. Luxembourgeois. Voilà. Et du coup, tu vois, je pense que en 10 ans, 12 ans, non, mais depuis le début de tes études, en fait, tu as accumulé un savoir financier, économique énorme. Pour autant, est-ce que tu as travaillé aussi sur, tu vois, comment évoluer ton mindset cette fois-ci? Est-ce que comme moi, tu as cette idée de l'un ne va pas sans l'autre? Il faut que les deux évoluent en même temps parce que voilà, c'est deux faces d'une même pièce et elles évoluent. Est-ce que toi, tu as particulièrement travaillé là-dessus ou c'est quelque chose qui est venu vraiment plus tard quand tu avais un socle de connaissances solide et que tu te dis, attends, comment j'accède à ma next step? Est-ce qu'il y a des choses à travailler? Tu vois, comment ça c'est arrivé dans ta vie, si c'est arrivé dans ta vie? Quand tu dis de mindset, ça veut dire d'objectif, d'ambition, de quoi exactement? Je dirais le changement de regard sur le monde, c'est-à-dire à un Hmm. moment donné, tu avais forcément des Ah schémas oui, de pensée un peu hérités de d'accord, ton exactement. passé, tu vois, comment tu Hmm. sors d'un modèle salariat classique, ambition, je veux réussir, je veux monter les échelons, à autre chose, à une dynamique de je veux construire un empire, je veux construire ma propre trajectoire. Et qu'est-ce que tu as fait péter comme verrou pour y arriver? Mais en fait, c'est vraiment par étapes. La première étape, moi, ce qui m'a mis une grosse claque, c'est mes études déjà. Parce que quand tu vis dans une famille de non-diplômés, après, je dis pas que les diplômes font tout, hein. Je suis pas, oui, il faut des diplômes ou pas. Je dis juste que ça m'a mis une claque parce que je me suis rendu compte, en fait, que, bah, il y avait plein de choses que je pouvais faire et que je me rendais pas du tout compte au départ. Et ça, c'est dans mes études que je l'ai vu. Et ensuite, c'est vraiment quand j'étais dans le monde du travail, où là, je voyais des gens normaux. Malgré ce qu'on pense dans les banques privées, il y a beaucoup de gens qui sont partis de zéro. Et je voyais des gens qui étaient multimillionnaires, mais pas que liés à l'entrepreneuriat. Il faut savoir également, il y en a beaucoup qui ce n'est pas du tout lié à l'entrepreneuriat. C'est beaucoup lié à surtout l'immobilier, euh, via l'effet de levier. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, ils arrivent à créer de la richesse grâce aux banques. Il faut que je fasse ça, en fait. Et à partir du moment, après, bon, voilà, grâce à mes études également, je connaissais très très bien le marché financier. Et puis au fil à aiguille, après, c'est par étapes. Comme tu me dis, tu sais, là, au début, je diversifiais pas, pardon. Ça fait quoi? Ça doit faire maintenant 5 6 ans que je diversifie. Mais au départ, j'étais à fond dans l'IMO. Tu m'aurais parlé d'autre chose, je t'aurais dit, vas-y, me parle pas d'autre chose, j'ai pas le temps. Je vais me créer. Et arrivé à un certain moment, tu as du cash qui rentre, tu dis, je vais le diversifier intelligemment. Et en fait, c'est par étapes, tu vois. Et c'est ce que j'explique justement dans ce livre, c'est que t'es obligé de passer par les mêmes étapes. Et moi, voilà, c'est juste pour revenir également à quelque chose d'important. C'est pour ça que je suis sur les réseaux, j'essaye d'être le plus
sincère possible. Parce que moi, ce qui me dérange sur les réseaux, c'est un peu tout ce qui est vendeur de rêves, qui disent oui, achète des cryptos, demain tu vas être millionnaire, mais pourquoi t'achètes pas de crypto? C'est la révolution, tu auras tant de rendement. Ça, c'est quelque chose que je peux pas entendre, ou que ça soit même la bourse ou même l'IMO. Hein. Il y en a qui disent ouais, sois rentier en moins de 2 ans en partant de zéro sans apport. Aujourd'hui, voilà, je veux vraiment aller à l'encontre de ça en disant tu peux réussir, tu peux en partant de zéro faire quelque chose, mais sois juste constant, sois organisé et surtout fais les choses correctement. Parce qu'il y en a beaucoup, moi j'en connais, hein, des gens qui me parlent sur Insta. Ouais, Jérémy, j'ai mis toute mon épargne en crypto. Là, ça me saoule. J'aurais dû plutôt investir dans l'IMO. J'ai écouté ce gars-là, mais j'aurais pas dû. Et le problème d'aujourd'hui, dans l'influence des réseaux sociaux, c'est que il y en a, ils se rendent pas compte, mais ils peuvent bousiller des vies en fait financières. On a Et une c'est pour ça responsabilité. que Plus ils ont une l'audience est grosse grande, responsabilité. plus l'audience est Exactement. grande, plus notre responsabilité est forte. Mais vraiment, Exactement. Et, oui, tu et vois, ça, on s'en rend peut-être pas compte, mais moi, je m'en rends compte. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé sur les réseaux, après, je cite pas non rien, mais j'ai eu beaucoup de gens, des gens qui me suivent, qui me disent, ouais, Jérémy, finalement, j'ai fait ça, mais j'ai perdu de l'argent, j'aurais pas dû écouter. C'est juste éduquez-vous, essayez de prendre vraiment la théorie vraiment déjà bien la manger, et ensuite, quand vous écoutez quelqu'un sur les réseaux, il faut vraiment déjà regarder pourquoi il le dit, qu'est-ce qu'il a derrière à proposer, et surtout, quelle est son expérience et son background derrière. Parce qu'aujourd'hui, moi, ça m'est déjà arrivé, des gens que j'ai coachés, entre guillemets, parce que je fais des coachings sur les marchés financiers, parce que j'ai oublié de te dire, je suis conseiller en investissement financier, donc c'est agréé par l'AMF, j'ai le droit de donner tout des à conseils fait. personnalisés. Et j'ai vu des gens que j'ai coachés, qui aujourd'hui, sur leur profil Insta, il y a marqué expert en bourse, je t'accompagne. Et que je sais très bien que ces gens-là ne peuvent pas accompagner. Et s'ils accompagnent, bon, déjà, un, ils n'ont pas l'autorisation, puisque c'est réglementé. Et de deux, c'est qu'ils peuvent bousiller comment dire, des vies financières, de l'épargne. C'est pour ça qu'il faut, sur les réseaux aujourd'hui, tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Et je pense que moi, j'aimerais que tout ça soit se réglemente. C'est-à-dire, si tu parles de finances, c'est bien, mais faut le faire, voilà, en mettant, voilà, et d'ailleurs tu l'as dit, c'est très bien, en mettant le risque également à côté, et surtout avec connaissance de cause. Après, on connaît jamais tout parfaitement, mais si quelqu'un parle de bourse et derrière, ça fait 3 semaines ou 6 mois qu'il investit en bourse et qui veut vendre des formations ou même coacher de l'accompagnement, voilà, c'est un peu dangereux, je trouve. Après, c'est mon point de vue personnel. Faut faire, voilà, moi, ce que je veux dire, c'est faites très attention et essayez vraiment de faire les choses correctement et ne pas croire que vous allez arriver du jour au lendemain riche grâce n'importe quel outil financier. Faut toujours un peu de temps et, euh, et être patient et surtout être constant dans son épargne. Et après, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Il faut juste ne pas croire que ça va arriver en 2-3 ans, comme beaucoup le disent. Merci, Jérémy. De rien. Bon, donc on peut te retrouver sur ton Insta. Redis-moi l'Insta parce que c'est pas ton... Alors, c'est vivre de tes investissements. Vivre de tes investissements. En vrai, si on tape Jérémy Pajot, de toute façon, il remonte tout de Oui, suite. tu me trouves, c'est ça. Donc, tu es principalement sur Insta. Donc, il y a ton livre. Donc, le titre, on l'a donné, L'investisseur moderne, comment faire partie des nouveaux riches. Et puis, bah, tu trouves le lien. Voilà, on clique sur... Sur Amazon. Ouais, vous tapez Jérémy Pajot livre, vous allez le trouver. Oui, voilà, sinon, c'est vous ça. allez sur l'Insta, vous allez le trouver. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais... Après, j'ai mon site, c'est vivre-de-tes-investissements.com où là, j'ai tout mon écosystème. Et voilà. Hein. Et voilà. Et vous lui envoyez Sinon, un j'ai petit le podcast, message. là, maintenant, Richichi. Vous lui envoyez J'ai ton podcast, et puis... Exactement. Donc voilà, si l'épisode vous a plu, vous envoyez un petit message à Jérémy, vous envoyez un petit message aussi. Je te dis merci infiniment, Jérémy, pour ce temps passé ensemble. Rien. Ça a été un plaisir. Merci. Et puis, on a un peu dévié, mais bon, c'est pas grave. Mais toujours avec moi. Je t'avais pas prévenu. Toujours. Ah non. Bon, ciao les auditeurs, à très bientôt pour un nouvel épisode.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Merci à tous mes warriors qui font ça, même quasiment à chaque fois. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et également à m'envoyer un message sur Instagram pour me le dire et me partager vos impressions à propos de cet épisode, parce que j'adore recevoir vos messages tout simplement. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.